Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Pas à Pas. Épisode un peu spécial comme chaque épisode au final où je suis accompagné aujourd'hui. Mon gars du chauffe, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde s'il te plaît? C'est forcément hyper spécial à partir du moment où je suis Alex est là. où je suis le rival de Barnabé. Ça y est, me voilà enfin. C'est la confrontation. En fait c'est ça, c'est un face-off. C'est vraiment un face-off, mais il y a pas de face, genre on voit pas. C'est juste off. C'est juste le off, c'est juste le on de la voix. Bon du coup, je me présente rapidement. J'ai 27 ans, je pratique la force athlétique depuis 7 ans. J'ai commencé à mes 20 ans pendant que je faisais mes études en STAPS. Donc je suis dans ce milieu-là maintenant depuis des années. Ça y est, je commence à devenir un petit fossile de la force athlétique. T'es un petit vieux, hein, t'es comme Xav au final. Ouais, c'est ça, j'ai commencé vraiment, on va dire, aux prémices de l'AFA en mode... c'est-à-dire moi, j'étais hyper fort il y a 7 ans. Et maintenant je fais toujours... non, t'es là. Je suis là. Ça me fume parce que tu t'es présenté, t'as dit je fais de la fête, t'as même pas dit ton nom et ton prénom. Ouais, parce qu'en fait, on me définit comme un mec qui fait de l'AFA, c'est pour ça. J'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, je suis le mec là qui fait de la FA. Ouais, c'est ça. Bon, après, juste du chauve, 27 ans, qui fait de la FA, ça suffit, en vrai. Et tu fais du coaching, du coup, à l'heure actuelle, c'est ton activité professionnelle, c'est une de tes deux activités professionnelles. À côté de ça, du coup, tu bosses pour une filiale. Je sais pas si tu veux dire le nom ou pas, peu importe. Du coup, voilà. Donc, tu peux expliquer aussi un peu ce que tu fais, puisque ça sera intéressant pour la suite aussi, du coup, de parler de cet aspect-là. Exactement. Du coup, ouais, je travaille pour, on va dire, à la fois à mon compte en tant que coach force athlétique. Donc, j'ai actuellement 23 athlètes de tout niveau. Ça va du pratiquant débutant, full plaisir, fun, au pratiquant qui veut se la donner pour des minima nationaux ou voire même des podiums France, etc. Et à côté de ça, donc moi, je travaille pour l'entreprise Keep Cool Métabolique Néerlandaise parce que maintenant c'est multi-concept. J'en suis l'actuel manager à l'échelle du groupe J2A, donc sur Montpellier. On est 5 régionaux à gérer du coup la structure. Donc on gère 10 clubs et j'ai pour mission principale le coaching et la diète. Donc je reste quand même, on va dire, affilié au domaine du coaching. C'est vraiment ironique que tu doives gérer la diète de... Ah ouais, c'est vraiment genre moi qui gère les conseils diète. Un aveugle qui dit « Ah, regarde par là, vraiment ». C'est vraiment le mec qui dit « T'inquiète, 15 kilos, c'est rien dans 6 mois. » Au final, qui réussit vraiment à le faire. Tu peux cut après, c'est tranquille. Ouais, vraiment, aucun souci. Alors du coup, pour ceux qui le savent pas, Alex et moi, on a un point commun vis-à-vis du sport, c'est qu'à l'époque, on a fait du hand. Alors pas ensemble, évidemment, moi j'étais dans le nord de la France et lui, il était dans le sud. Donc je crois que tu jouais près de Montpellier, ou tu jouais à Montpellier, je crois. Si j'ai joué Agde avec les Cunus et... Ça commencerait mal. Ouais. Montpellier, bon, j'y étais plus coach et entraîneur, mais sinon on va dire les vraies années en tant que joueur, c'est Agde et Frontignan. Ok. Voilà. Et du coup, on a ensuite basculé vers la FA et justement, on voulait parler d'un sujet, ça va être le gros sujet principal, on va dire, de cet épisode. Et après, on va dévier un peu sur des petits sujets à droite, à gauche, parce que ça peut être intéressant d'en parler, autant parce que ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, un peu plus de 3 ans. Parce que, pareil, on s'est rencontrés aux Roots. Toi, t'étais un ancien adhérent du Root Gym à l'époque, donc avec les anciens propriétaires. Et quand nous, on a repris, toi, t'es tout de suite revenu. Surtout, tu t'es dit, vas-y, ça passe un peu plus en FA, donc let's go. Et donc, on s'est connus à ce moment-là. Et depuis, ça fait 3 ans qu'on se connaît. On se voit pas mal de fois. On est déjà allé faire, je sais pas combien de bouffes ensemble, des compétitions ensemble, mais ça, on reviendra dessus. Et du coup, le sujet principal dont on voulait parler sur cet épisode, c'est un peu les rivalités qu'il peut y avoir dans un sport. Alors que ça soit dans un sport collectif ou que ça soit dans un sport individuel. Et ce qu'on a vu justement, c'est que pour ceux qui le savent, on est justement nous deux un peu en rivalité. On s'est challengé un peu sur certaines compétitions. La première question que je voulais te poser, c'est pour toi, est-ce que c'est important d'avoir une rivalité, pas forcément dans ce sport, mais dans le sport de manière générale? Ouais, alors c'est un sujet qui est hyper important parce qu'en vrai, c'est je pense aussi une philosophie que l'on voit dans l'éducation, je dirais même, parce que on le voit dans les films, on le voit dans les mangas pour ceux qui sont très typés manga animés. Et ça a toujours été un peu le truc qui anime, ne serait-ce que si on revient à Pokémon, le premier mec contre qui tu tapes, c'est ton fameux rival. Ouais. Et c'est vraiment ce truc où je considère que c'est hyper important et surtout hyper positif de l'avoir, que ce soit à l'échelle familiale, amicale, tout ce qu'on veut, il y a des rivalités qui sont soit saines, soit malsaines. Et dans le sport, je considère que si on arrive à avoir justement cette rivalité qui est saine, ça n'a que du positif. Ouais, ça fait ça fait des challenges à se lancer qui sont pas que envers nous-mêmes, mais aussi envers quelqu'un d'autre. Et ça fait toujours, comme dit, ce côté un peu piquant, t'as envie d'aller challenger l'autre. Et au hand, à l'époque, je sais pas si c'était pareil pour toi, moi j'étais gardien et du coup, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle du charriage contre les joueurs, que ça soit pendant les entraînements ou pendant les matchs avec les joueurs adverses.
mais c'est quelque chose qui a toujours été pour but de stimuler, même si ça pouvait chauffer un peu pendant la rencontre. Au final, après le match, tout le monde se serre la main et tout le monde est en mode bon, bah c'était cool, et ça permet de, comme dit, se challenger un peu, de soit essayer de faire tomber l'autre dans un aspect mental où tu auras l'avantage sur lui, ou soit inversement de toi de te mettre en confiance dans un état de flow. T'avais aussi ce truc-là aussi un peu à l'époque, que ça soit l'entraînement pendant les matchs? Ouais, c'est vraiment le truc qu'on retrouve au handball, c'est vraiment le truc typique, genre je dirais du mec qui est à la fois vicieux, malin, qui cherche en fait juste à piéger son adversaire, lui tirer un peu le maillot dans le dos, des trucs un peu qui sont vicieux, on va dire malsains sur le coup, mais on sait que C'est dans l'esprit du jeu, au ouais, final, c'est dans l'esprit fait du pour jeu. ça, quoi. C'est fait justement pour aller taquiner l'autre, etc. Et quand il y a un adversaire qui justement est en rivalité avec nous, soit parce que c'est le même poste, soit parce qu'on a plus ou moins, on va dire, le même niveau de compétence dans le handball à ce niveau-là, et qu'on sait que le match il va se jouer sur un duel, Sur un détail, hein, littéralement. voilà, sur un détail, sur le couloir où genre c'est ce mec-là contre nous. Il y a à la fois ce truc très rival et à la fois, pour moi, le souvenir le plus marquant, ou les plus marquants en handball, c'est à la fin du match, ce mec-là, tu vas le voir et tu fais, ah mec, je t'ai lu là. Ou alors, putain, t'as bien joué, Ouais, Virginie, voilà, tu vois, je te revois la prochaine fois. Et ce truc vraiment hyper positif de, ok, j'ai perdu le match, mais t'arrivais quand même à trouver un truc hyper positif même avec l'adversaire. Surtout les adversaires, en fait, surtout au hand, tu les croises au moins 2 fois par saison, si ce n'est après plus dans ta vie, parce que t'es souvent amené à jouer soit en régional, donc tu retrouves toujours un peu les mêmes équipes, ou alors ça se trouve le mec il va dans une autre équipe, mais tu rejoues contre lui. Enfin bref, on connaît ces mecs-là, on a joué 10 ans contre eux, on les connaît par cœur, c'est devenu des potes carrément. Mais pendant le match, par contre, t'as envie de le détruire. Ouais. C'est littéralement. Et le truc que t'as dit qui est intéressant aussi, c'est que il pouvait y avoir de la rivalité inter-équipe, genre soit sur les postes pour justement se challenger, parce que bah par exemple moi en tant que gardien c'était encore pire parce qu'il y a littéralement que un gardien sur le terrain, alors qu'un arrière ça peut toujours switch entre, pour ceux qui connaissent, demi-centre, arrière gauche, arrière droit, etc. Et justement cette rivalité de se pousser à devenir meilleur et en même temps vouloir devenir meilleur que l'autre pour pouvoir jouer, pour pouvoir avoir du temps de jeu, pour pouvoir montrer de quoi on est capable. Ça je l'ai beaucoup connu à l'époque et je pense que toi aussi ça devait être le cas du coup quand tu faisais du hand, de chercher cette rivalité-là. Ah, exactement, pour poste équivalent, tu joues sur un poste, parfois on est 2, voire 3, voire même sur des très grandes équipes, on peut même être jusqu'à 4, ouais, 5 joueurs sur un même poste. Réserves, des fois qui switchent un peu, C'est des ça. choses comme ça. Ouais. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on va dire que quand tu tombes dans une équipe où tu as un mec qui est expérimenté sur ce poste-là, où on va dire que c'est l'évidence pour tout le monde que c'est le titulaire, c'était très rare, en tout cas de ma propre expérience, c'était très rare que ce mec-là était là en mode je me sens supérieur à vous ou j'ai pas envie de vous aider. C'était plutôt à l'entraînement, on savait qu'on allait être confronté à avoir des duels avec ce mec-là et il allait nous aider à nous dire bon ben voilà, là ton passement de jambe, ton passement de bras, fais-le comme ça, ton côté gauche-droite, fais-le comme ça. Il y avait vraiment tout un aspect un peu technique et qui était hyper bien amené, en tout cas quand c'était dans ta même équipe. Et ça fait partie des rivalités qui sont hyper saines, qui te poussent vers le haut, qui te donnent envie d'atteindre le même niveau que lui, qui te donnent envie de t'entraîner avec la personne. Et même le dépasser, tout simplement. Et même envie de le dépasser, ouais, t'as envie de ça. Après, il y a forcément un aspect de jalousie qui va intervenir peut-être à un moment donné, et c'est là où ça tombe dans le malsain, et il faut faire attention, quoi. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai été surclassé de 18 à senior, et il jouait beaucoup sur la transition là, parce qu'on avait une équipe 18 en championnat de France, et du coup, ils nous faisaient jouer avec les seniors. Et t'as des seniors qui étaient très expérimentés, qui avaient joué à l'époque en niveau national, ce genre de choses, donc qui en avaient vraiment, on va dire qu'il y a du bagage technique, etc. Et il y avait beaucoup de charriage en mode, vas-y, vous êtes les petits jeunes, et nous, tu vois, on est meilleurs, mais ça se challengeait bien, et justement tu vois le mec te mettait un chab ou une roucoulette et tu sais il venait te charrier, et inversement tu lui sortais une grosse parade et t'étais en mode gros je te l'avais dit, tu vois, c'est pas parce que je suis un jeune que voilà, tu vois. Ouais, et je trouve ça super cool parce que comme on l'a dit, c'était une rivalité, mais une rivalité saine, et pour moi il y a vraiment un monde entre une rivalité saine et une rivalité malsaine où ça va juste être descendre l'autre, ça va être lui faire des sales coups, ce genre de choses, et c'est typiquement pas ce genre de choses qu'on essaye de reproduire en FA. Et c'est pour ça que justement je voulais faire ce petit parallèle avec le hand avant, parce qu'on a connu ce charriage, cette ambiance-là sur un sport collectif, et maintenant on pratique un sport individuel, même si on l'a toujours dit, c'est un sport individuel qui se pratique en collectif, c'est un poil différent selon moi, mais le fait d'avoir des rivalités avec des athlètes, typiquement nous deux, je pense que ça nous a permis d'essayer de grandir, d'essayer de rattraper l'autre quand l'autre avait un peu d'avance, ou au contraire juste simplement des fois de nous motiver. C'est ce qu'on disait un peu avant hors caméra sur la préparation de l'année dernière sur le Silent Worker Meet Summer 2023. Ma prépa, je l'ai tirée pendant 3 mois, j'avais la gueule dedans pendant 3 mois, et j'ai eu envie de l'arrêter, genre, tellement de fois. J'avais plein de douleurs qui traînaient, j'en avais marre, et j'étais en mode, bon, à quoi ça sert? Et le simple fait qu'il y ait cette rivalité avec Alex, j'étais en mode, je peux pas. Parce que lui, il se la donne, et lui, il attend un adversaire sur le plateau, donc je peux pas juste me dire, non, tranquille, je le fais pas, je vais essayer d'aller le challenger, c'est de le chercher. Au final, malheureusement, j'ai pas réussi l'année dernière, mais le fait que t'aies quand même été là, ça m'a permis de mettre la gueule dedans et de pouvoir terminer cette prépa, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a poussé aussi à faire mieux, hein. Là, si on regarde les derniers mois, les 2 dernières années, je pense que la progression dont je suis le plus fier, c'est justement cette progression-là.
le simple fait de m'être dit, OK, là, en temps normal, je serais peut-être pas allé m'entraîner. Et le simple fait de m'être dit, mais je peux pas, Barnabé, il a mis une barre, il a mis ça lundi. Moi, je suis une grosse salope si je veux pas, tu vois. En fait, on faisait vraiment ça, ce bloc-ci, parce que toi, t'avais été SBD sur la fin de semaine, Ouais. et moi sur le début de semaine. Et Duchof faisait son SBD à la fin de semaine, j'étais en mode, lundi, je dois faire mieux. Et lundi, je faisais mieux, il disait, putain, dimanche, je dois faire mieux. Et en fait, on se battait comme Ouais, ça. c'était ainsi de suite. Et sur la prépa, c'était vraiment, c'était drôle parce que vraiment, on se challengeait, on s'envoyait des petites vidéos en mode, t'as vu ce que j'ai mis là? T'as vu comme ça bouge? Ouais, ça bouge 8,5, pas 8, hein, Ouais. tu vois. Ce genre de petits trucs. Et dans la finalité, donc l'année dernière, pour ceux qui le savent pas, t'as gagné, le mythe de l'année dernière. Exactement. Donc, t'avais sorti un squat, Sur un match parfait. ouais, t'as vraiment fait un match de fou furieux. Genre, j'avais sorti un bon squat, mais c'était ok. T'avais sorti un squat incroyable, t'avais sorti un bon bench, j'avais sorti un bon bench. Et le terre, t'as sorti un terre de fou, et juste, j'ai rien pu faire, malheureusement. Genre, t'as sorti vraiment le terre, le grind de ta vie. Et j'ai été un peu greedy, j'ai tenté, et au final, j'ai pas réussi. Mais cette année, j'ai pris ma revanche. Donc, il y a 1-1, balle partout, il y a balle au centre. Et là, du coup, cette année, j'ai gagné. T'as fait un bon squat, en vrai, honnêtement. J'ai fait un bon squat aussi. T'as fait un bon bench, j'ai fait un bench ok. Et malheureusement, t'as pas fait un excellent terre parce que tu t'es arraché la main sur le premier essai. C'est le premier essai ou le deuxième? C'était sur le deuxième essai. Et là, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde où tu te dis, OK, j'ai pas eu de chance. J'ai eu la sensation d'avoir beaucoup de talc dans la main. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit, genre en mode, waouh, il y a beaucoup de talc et je le fais remonter. Et après, il y a le deuxième truc où je me dis, mais en fait, c'est peut-être moi, j'ai un grip de merde parce que pourquoi aucun autre athlète a le même sentiment que moi sur Bizarre, le ils talc. ont mis du talc avant mon passage. Ouais, j'étais là en mode au début en mode putain, j'essaie non pas j'ai essayé de trouver une excuse parce que c'est vraiment la première sensation que j'ai eue, je me suis dit ouais, c'est bizarre, ça glisse beaucoup plus que d'habitude. Et après tu te dis bon bah en fait si ça se trouve si ça gêne absolument aucun autre athlète, C'est peut-être moi le problème. c'est peut-être pas juste ma barre qui glisse ou ma main qui glisse, c'est vraiment genre juste ma poigne. Après, si jamais ta main elle s'est arrachée, littéralement, t'avais un beau steak de 2-3 cm, hein. Ouais, c'est ça, j'ai encore des restes aujourd'hui. Ah ouais, mon or? Ah ouais, putain, c'est pas très très beau. Heureusement que vous avez pas la caméra. Mais du coup, effectivement, il y a pu aussi avoir ce truc de c'est pas forcément de ta faute non plus, c'est pas forcément ton grip, c'est juste la main elle a lâché, c'est le corps, tu vois. Mais du coup, j'ai voulu te prouver que même si t'avais passé ta barre et ta troisième, j'aurais quand même gagné. Exactement. Je pense que là, même avec la troisième barre, j'aurais bien aimé aller taper un record sur le. Tu allais tirer quoi, de 32? Moi, je serais allé chercher 2,32 parce que j'ai fait record squat, record bench de 2,5 sur les deux mouvements en compète et en étant au poids du corps parce que je précise quand même que l'année dernière, Une fois, au Silent Workers de Summer 23, t'étais à 76 et quelques, je crois, et moi Ouais, j'avais été à j'étais pas au 73,9. c'est ça. Donc en vrai, j'étais pas au poids. Donc c'était une double fierté pour moi de me dire, ok, là j'ai PR en compète et en plus de ça, Ça te fait un je suis au poids du ça corps. te fait un pair total complète, non, du coup, vu que- Total non, parce que du coup je rate Ouais. le deadlift. La vraie frustration pour moi, elle est là, c'est de me dire putain, ok, j'ai travaillé pendant des semaines et j'arrive à une échéance où au final ça se concrétise pas. Après c'est le but du jeu aussi, C'est un c'est sport pas ingrat, hein, grave. c'est comme ça, mais tu vois, tu taffes Ah pendant ouais. 6 mois pour faire une C'est échéance. un et- staff bien gras, t'as dit. Hein C'est un peu la même sensation que j'ai eu au final en janvier, tu vois, avec le dos où j'ai vraiment fait de la merde et j'étais en mode, waouh, plus jamais je dois faire ça. Et moi, au contrario, c'est genre littéralement la meilleure comp que j'ai jamais faite. J'aurais pu faire mieux, mais je sors un très bon squat, 3 sur 3. Le bench, malheureusement, était pas top. J'ai eu des douleurs, des choses comme ça qui ont fait que j'ai juste validé l'opener. Et le terre, au final, je PR enfin en comp depuis 1 an et demi. J'ai tiré 2,22 en décembre 2022 et je tire 2,27 en juillet 2024. Il m'a fallu 1 an et demi pour gratter 5 kilos sur le terre. C'est lunaire à quel point c'est désastreux. Non, c'est pas désastreux. Mais en vrai, là, ça va, je retrouve une bonne dynamique au terre et je suis content de pouvoir avoir tiré. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, alors, je me suis fait refuser mon premier essai au terre pour redescendre. Bon, ça n'appartient pas aux arbitres d'en juger. Et je me souviens avoir entendu Duchof sur mon deuxième essai me dire ne me laisse pas gagner. Et ça, je l'ai vraiment en tête. Je l'entends et j'étais en mode je peux pas faire la pute, je peux pas le laisser gagner et louper mon deuxième essai. Parce que si je validais mon opener, je passais devant toi, ou du moins égalité, je crois. Et si je validais le deuxième, du coup, je gagnais. C'est ça, exactement. Et du coup, le fait que tu me dis ça, j'étais vraiment en mode ah putain, j'ai bossé. Il m'a battu l'année dernière, je peux pas le laisser juste comme ça. Ouais, on parle de rivalité saine depuis tout à l'heure, mais en vrai, je vais vous dire la vérité, je vis que pour les caméras. Ouais. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'ai dit ouais, vas-y, me laisse pas gagner, machin, en mode vas-y, je suis grave pour lui. Mais quand il a raté son bench juste avant, qui était en train de faire gna 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 et tout, j'ai des douleurs et tout, je vais pas y arriver. Moi, j'étais là en mode
j'ai raté mon deadlift, hein. Si se loupe, j'avoue, je serais un peu content, quand même. Et là, Tu vois, l'anecdote, ça. Là, c'était mal. quand t'as loupé ton 2,25, j'étais en mode, ah, putain, il est lourd, et en même temps, dans ma tête, j'étais en mode, ah, je suis bien, là. Et alors, un truc de, ok, c'est simple parce que on s'est poussé, mais en même temps, sur le jour J, bon, on était bien content que la réunion couille à l'autre, tu vois. Ah, du sens, j'espère que tu vas pas être trop poids aujourd'hui. C'est vraiment le truc. Mais en plus, vraiment, je me souviens, j'étais en mode, putain, en vrai, ça me fait chier parce que, comme on l'a dit, on veut pas que l'autre soit plus nul, on veut juste être plus fort que l'autre, tu vois. On veut réussir à faire un bon match et que le mec juste fasse son meilleur, et même à son meilleur, on le tue, tu vois. Ah ouais, Et là, quand t'as loupé de 25, tu es en mode, putain, relou. Parce qu'en plus, il va se trouver une excuse encore, merde. surtout qu'en plus, moi, je tirais totalement après toi. C'est-à-dire, on était même pas sur le même plateau. Toi, tu tirais le matin, moi, je tirais l'après-midi. Donc, en gros, je savais exactement au kilo près ce qu'il fallait que je mette pour gagner et je savais mes barres, en gros. Donc ça, c'était un peu dommage parce que ça a cassé un peu le truc. Mais, au final, j'étais juste en mode, trop relou. Et au final, bah oui, bon, tu l'as loupé, mais je me suis dit, faut pas que je te gagne à 5,52, tu vois. Faut que je te gagne à, même si t'as fait le meilleur match de ta vie, je t'aurais tué et t'aurais eu aucune chance, tu vois. Donc, c'est vrai que cette rivalité, elle nous a poussé. Si on revient vraiment juste dans le détail de l'entraînement, en fait, moi, c'était une période où j'avais pas forcément de temps, j'avais pas forcément l'envie et j'avais pas forcément d'objectifs qui étaient clairs. Et là où cette rivalité, elle a été hyper positive pour moi, en tout cas, c'est que je n'avais pas de minima nationaux à jouer. J'avais clairement pas besoin d'aller chercher en fait, une barre précise. je trouve on a un peu le genre d'athlète dans le ventre mou, c'est-à-dire plus que championnat, ouais. plus que régional, mais quand même moins que national, ce qui fait que encore la formule a changé. Là maintenant il y a des open un peu tout le temps, mais genre en fait on se retrouve à la limite notre saison elle est finie si on n'a pas nos qualifs. Maintenant ça a changé parce qu'il y a des open régulièrement, il y a des événements, des choses comme ça. Mais il y a quelques années, et on pourra en parler après, t'es en mode tu fais une compétition peut-être premier pas, tu fais ta départementale, à la limite tu fais ta régionale et ta saison elle est finie. Et tu fais 3 compétitions en 4 mois et ensuite tu fais plus rien d'autre. Donc ça, je pense que on a besoin de ce truc-là, on doit se trouver un challenge, que ça soit vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de nous-mêmes, mais pas forcément des minima, parce qu'à l'heure actuelle, on n'y est pas du coup. Ouais, c'est hyper important parce que au final, j'ai pas envie de me retrouver comme les équipes seniors au handball où tu finis à prendre une bière avant ou après le match, quoi. Pendant vraiment la mi-temps. Vraiment à la mi-temps. Voilà, il y a vraiment des matchs où c'est lunaire parce qu'ils ont pas personne n'a envie de jouer. Ouais, c'est ça. T'es en mode, tu sais que t'es pas relégué, tu vas pas gagner, t'es en mode, allez, on y va, il manque 3 joueurs. T'as rien. C'est ça, tu t'y vas juste pour retrouver tes potes, quoi. Exactement. Et au final, je trouve que ce truc-là, il est vachement cool parce que comme tu l'as dit, pendant les entraînements, ça nous motivait aussi. Tu vois, il y a quelques fois, on faisait des entraînements un peu ensemble et globalement, on a quand même pas mal de similitudes au niveau de la prog, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien sur toi, qui fonctionnent aussi bien sur moi. Du coup, on se retrouve avec quelques variations qui étaient un peu similaires et ça nous permet aussi de nous push un peu là-dessus. Par exemple, au niveau du squat, où genre t'es plus fort au squat, mais je suis un peu meilleur en variation. Du coup, on se retrouvait un peu sur les mêmes charges et du coup, on pouvait se push aussi un peu. Et des fois, j'étais en mode, putain, je mets 65, mais Alex, il a mis 65. Ah, je vais mettre 67, hein. Et je me sors les doigts pour que ça passe au bon RPE, mais ce truc-là, c'est vachement cool, parce qu'au final, 2,5, ça fait beaucoup au long terme. Et si t'étais pas là, je dis, bah, je mets 65 et voilà. Je pense des fois, faut aussi un peu se sortir les doigts. Et justement, le fait d'avoir quelqu'un qui se dit, putain, lui, il a fait ça, moi, je dois faire ça. Ok, mais il a fait ça. Ok, je vais faire ça. Et ce push là-dessus, franchement, c'est juste trop bien, tu vois. Moi, c'était vraiment cet aspect court terme, genre quotidien, chaque séance, chaque mouvement, chaque série. Il fallait que ce soit genre la série qui permette de dire à Barna, ok. Là, je te mets la pression. Ouais, t'as vu, mec, là, je te mets la pression. Même s'il avait un bench éclaté, le simple fait d'avoir progressé au bench, ou des fois, genre, juste d'avoir dit, ok, cette fois-ci, la barre, elle a pas roulé sur mon temps, ça n'a pas roulé dans mon cou, j'ai pas fait de la merde. C'est là en mode, ok, c'est bon, je vais lui mettre la pression sur ça. Et moi, je sais que tu m'as mis la pression de fou avec le squat, parce que t'as sorti au bout d'un moment. T'as sorti quoi? Est-ce que t'as sorti 2,10 en prépa? Ouais, mon meilleur squat en prépa, c'était un 2,10 et RPE 8. Genre, en mode, si je le pousse sur la journée, je pense qu'il y a au moins 2,15. Ouais, 2,15, 2,17. 2,15 sur 2,20, je sais pas, parce qu'il y a quand même un gap de 10 kilos qui est énorme. Mais 2,17, peut-être il y avait un monde sur un gros. Ouais, je pense 2,15, 2,17. Et moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je squattais 200 et j'ai squat 2,5 la fin du bloc et j'étais en mode, hey gros, le squat, tu m'en mets plus autant qu'à l'époque, hein. Parce que au MIC l'année dernière, du coup, j'avais squat 190, c'était squat 207. Donc, il y avait 17 kilos d'écart. Cette année, t'as squat 210, j'ai squat 200. T'as squat 210, hein, cette année. J'ai squat 210. Donc, il y a 10 kilos d'écart. Donc, ça se rapproche au niveau du squat. Peut-être qu'un jour, le jour où on se rattrapera sur le squat, là, tu seras fini, mon pote. Tu seras mort de chez mort. Parce que le bench, je sais très bien que tu rattraperas pas. Comment ça, je rattrapais pas sur le bench? Non, j'ai changé de stratégie, là. Là, j'ai une stratégie. Full close grip, sync. Sur le bench. C'est ça, c'est close grip. Et puis, je vais mettre des dips, du développé militaire. Hésite pas, vraiment, mais 53 fois par semaine, t'en as besoin. Ouais. Là, le but, c'est de transformer mes petits tétés en parfaits pectoraux. En gilet pare-balles. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, Alex, tu t'es refait mal un peu sur la fin de la prépa, genre 2 semaines avant, t'avais de nouveau des névralgies coudes, etc.
Et pour ceux qui la savent pas, moi, ma copine, elle est kiné. Du coup, j'ai renvoyé Alex vers ma copine. il est en train de faire une petite pub là. Dis pas tout. Ça va, on annoncera ça plus tard, mais il y a un épisode qui va sortir justement avec Léa. Ça, t'as l'exclu total, personne ne le sait à part elle. Même elle le sait pas. Ok. Et en gros, je l'ai dit quel épisode ce serait par contre. Un épisode, t'inquiète. Ok, un épisode. Et du coup, je l'ai renvoyé vers Léa. Et genre, elle m'a dit, putain, du chauffe, ça marche bien ce que je fais comme traitement. Et d'un coup, d'un côté, j'étais en mode, putain, je suis content parce qu'elle fait du bon taf. Et de l'autre côté, je suis en mode, putain, il est nouveau rétabli, donc j'en mode, putain, elle fait chier. Alors que je pouvais lui mettre une cartouche parce qu'il arrivait pas à bench 100 kilos. Ouais, en vrai, ça m'a un peu impacté et j'ai eu très peur parce qu'en vrai, c'était totalement imprévu. C'est sur un squat à 200 kilos. T'étais ouais, là, j'étais là, j'étais là. Je fais un squat à 200 où je demande à Barnabé et Julien de me spot et pour le coup, 200, c'est devenu quelque chose qui était standardisé. Casu, pour moi, c'était casu. Je pense que quasi personne avait du stress à ce moment-là quand on me spot à 200. Et il y a vraiment eu ce truc de, pour le coup, je l'ai vu derrière, vous étiez serein, tranquille. Moi, j'étais pas serein, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Du coup, je rate la barre à 200 et je pense que la barre est roulée. Enfin, c'est même sûr, la barre, elle a roulé un peu dans mon dos. Et je l'ai senti que 2 jours plus tard, mais grosse douleur cervicale, bloquée, impossibilité de tourner la tête. T'es grosse impossibilité du coude aussi. Ouais, c'est ça. En fait, ça m'a lancé dans l'épaule, le coude, jusqu'à même la main où tenir quelque chose et avoir le grip, c'était compliqué. Donc, ça m'a impacté à la fois sur le squat, mais aussi le bench et le dead, qui fait que bon, il y a eu 3-4 jours où ça a été un peu mou sur les 2 dernières semaines avant la comp. Et je me suis dit, merde, est-ce que je vais réussir à relancer une dynamique? Au final, ça m'a pas plus impacté que ça, donc j'étais content. Mais après, il y a toujours ce truc de, ok, est-ce que j'aurais pas pu être encore meilleur? Ça fait un petit coup de stress. C'était imprévu, quoi. Et moi, dans la même lignée, c'était, je crois, pas le jeudi de la semaine de la comp, mais le jeudi de la semaine d'avant. Je devais faire mon terre variation, je sais plus, un triplé tempo, mes couilles en 3 CT à 6, c'est vraiment light. Je fais 70, je fais 120, je me bloque le dos au bout de 2 refs. Mais quand je te dis bloqué comme en septembre. Genre bloqué, je ne pouvais plus bouger et j'étais en mode, ouais, bah, je vais me foutre en l'air, vraiment, j'ai la comp dans 10 jours, je n'arrive pas à terre. Et au final, je suis arrivé le lundi et j'ai sorti genre 2,20 au terre, qui était le meilleur terre de la prépa de très loin et qui bougeait bien. Mais franchement, j'étais pas confiant du tout et je me suis dit juste, tu sais, j'ai eu la peur de, imagine, j'arrive en salle de show, je me bloque. Je fais quoi? Genre, je peux pas. Je ne pourrais pas faire quelque chose, je pourrais pas bouger. Et ça m'a fait un petit coup de stress. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai refait des étirements. Enfin bref, tu connais la routine, hein, la marche, l'hydratation, le sommeil, tout ça. Et puis en vrai, on en revient sur la rivalité. Bon, étant donné que nous, on est dans le ventre mou du championnat, bah, je pense que dans peut-être d'autres circonstances où justement, sans ce match attendu, sans cette rivalité, il y a un moment où tu te dis, bon, est-ce que c'est réellement important que j'aille à cette compétition alors que j'ai rien à jouer? Moi, dans Pire, mon cas, je me fais rembourser l'inscription et puis voilà, je vais pour soutenir les gens, mais je vais pas risquer de me faire encore plus mal, tu vois. Exactement. Moi, à ce moment-là, je pense que s'il y a pas ce match avec Barnabé, je me dis, bah, clairement, en fait, je vais juste aller chez l'ostéopathe ou chez la chiro, il va me remettre, je vais me poser tranquille, je vais jouer à la play. Et bah, en fait, c'est ça. Et là, le truc, c'est on est en mode, ouais, mais putain, on se l'est donné pendant 6 mois, tu vois. Il y a depuis 1 an, depuis la dernière comp. Putain, mais je dois lui montrer que je suis meilleur. Et toi, putain, je dois lui montrer que il m'a pas battu, tu vois. Et ça, c'est grave cool parce que comme on dit, on s'est vraiment challengé. Et ça apporte du piquant et ça apporte surtout une source de motivation quand t'as pas de grosses échéances, quand t'as pas de rivalité au niveau international, national. Bah là, c'est une rivalité à micro-échelle, on va dire, mais qui permet quand même de se challenger. Et on le retrouve un peu avec d'autres gens de la salle aussi, tu vois. Il y a Gab où il y a un peu de bagarre, il y a Pierre Tordeau, d'un moment on était aussi un peu dans le même truc, tu sais, des gens qui sont à peu près dans le même total, à peu près dans la même KT, à peu près dans la même dynamique, et surtout on s'entent bien, du coup ça nous permet vraiment de nous push, ça identifie dans l'histoire en mode, t'as vu ce que j'ai fait là, tu vois. Ouais, il y a Lichard et Loïc aussi que je suis en train de rattraper bien fort là. Ouais, tu les rattrapes, tu leur cours après à la limite. Je les rattrape en poids de corps peut-être. Je suis soit un peu plus lourd, soit un peu plus rapide à la course, c'est paradoxal, mais c'est vraiment le seul point fort que j'ai. Je suis gros et je cours vite. C'est fou de dire ça. Je suis en fauteuil roulant, mais je cours super vite. Non, en vrai, c'est vrai que voilà, ça a été possible. Et puis même au-delà de l'aspect athlète, je pense que c'est aussi bien d'en parler en tant que coach, parce que toi aussi tu coaches à côté. Ouais. Et ce qui est bien avec ça, et on en a parlé juste avant de lancer le podcast, c'est que outre l'aspect de rivalité entre nous, parce qu'on est dans la même salle, il y a aussi même une rivalité qui va au-delà de la même équipe, ou en tout cas de la même salle dans laquelle on s'entraîne, c'est que maintenant, avec la montée des réseaux sociaux, on a des rivalités sur toute la France, sur toutes les salles de force. Sur même à l'international, tu vois. Après, pas toujours dans le sens positif. Ça, encore une fois, on le disait, faut que ça soit une rivalité saine. Si vous chauffez avec quelqu'un à l'autre bout de la France, genre de Bremont, Montpellier et en Bretagne, c'est cool, mais il faut pas que ça devienne malsain. Et j'en parlais dans l'épisode 2 ou 3.
justement comment est-ce que les gens pouvaient ne plus avoir confiance en eux à cause des réseaux sociaux, parce qu'il y avait de la comparaison permanente. Et ce qui revient évidemment sur les réseaux sociaux, c'est les meilleures performances parce que c'est ce qui génère le plus d'interactions. Et du coup, on a l'impression que tout le monde est très fort tout le temps, que tout le monde a son prime, que personne ne se fait jamais mal, etc. En fait, on a vite l'impression que putain, mais je suis loin d'eux. Et c'est pas forcément motivant. Par contre, à l'inverse, si on prend ça en mode putain, je dois devenir meilleur pour essayer de rapprocher, ça, je pense que c'est une rivalité saine, même si c'est une rivalité à sens unique. Ça peut aussi l'être, tu vois. Genre avec des athlètes inter. Mais ouais, faut que ça soit sain en fait, et faut pas que ça vous desserve et que au niveau mental ça vous plombe parce que vous faites rabaisser, vous êtes au fond du trou quoi. Je pense que t'as un peu le même point de vue que moi là-dessus. C'est ça. Et pour le rendre sain, parce que à part juste dire faut que ce soit sain, il faut donner des solutions aussi. Je pense qu'il y en a plein. Faut établir un petit peu comme un état psychologique de l'athlète ou faire un état des lieux de qui on est et comment on agit en fonction de tous les athlètes ne sont pas aptes à ça quoi. Il y a des gens qui réagissent très mal à juste un peu de tu sais, nous on est toujours comme ça à la salle, on charrie un peu, même que ça soit en dehors du sport ou n'importe quoi, on se vanne toujours un peu. Il y a des gens qui le prennent pas mal, qui le prennent pas mal, il y en a qui le prennent mal. Il faut vraiment voir face à qui aussi vous êtes et comment est-ce que vous êtes de manière objective. Est-ce que vous réagissez bien à la critique ou est-ce que vous êtes tendance à vous énerver tout de suite ou au contraire à être triste, ce genre de choses. Ça dépend des personnes et il n'y a pas de règle universelle là-dessus, mais il faut comprendre quel profil psychologique vous êtes et comment est-ce que vous réagissez à ça pour voir si ça peut vous être bénéfique d'avoir une rivalité ou non. Sinon, c'est pas grave, vous n'en avez pas et c'est comme ça, quoi. Et puis quelle comparaison on peut établir? Est-ce que la comparaison elle est juste pas? C'est sûr que si on se compare aujourd'hui à des athlètes internationaux qui ont des bonnes insertions, qui ont on va dire des avantages sur X ou Y environnement. Ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent, ils sont dans des entraînements, des environnements calibrés littéralement de A à Z, etc. C'est ça. Donc faut comparer ce qui est comparable aussi. C'est ça. C'est comme si les mecs qui faisaient de la force il y a 20 ans, ils se frustraient de se comparer avec la force de maintenant. Alors que les méthodes d'entraînement sont plus pareilles, alors que le matériel n'est plus pareil, ce genre de choses, tu vois. C'est un mec qui nage dans son bain et qui se plaint qu'il est pas nageur olympique, quoi. C'est la comparaison. La métaphore. Ouais, elle est pas mal. Je la retiens. Tu la noteras carrément, tu le diras ça à ces athlètes. Je prends des notes, là, je suis en train de typiquement, hop. Et après, on peut voir aussi que, moi, je sais, il y a quelques rivalités aussi dans mon équipe de coaching, genre des athlètes qui, justement, se challenge un peu, ou tu sais, je pense que tu dois avoir pareil, un groupe WhatsApp, où tu sais, ça envoie des vidéos, des choses comme ça, en mode, ah putain, t'as fait ça? Regarde ce que je viens de faire là. Et ça se challenge un peu, et ça, je trouve ça cool aussi parce que faut que ça soit encore une fois positif, mais quand les personnes s'entendent bien, sont proches en dehors du sport, je pense que ça peut que bien aller, et ça peut que motiver les gens à vouloir faire mieux, tu vois. Ouais, c'est bien de l'intégrer. C'est bien de l'intégrer et de l'intégrer correctement, déjà d'être sûr de trouver des personnes qui peuvent être comparées. Parce que c'est sûr que moi, c'est demain. Moi, je vais te comparer avec Julien, vraiment. Tu squattes pas 2,60, putain, loser. Ah, merde, fais chier. Bon, vraiment, la seule chose sur laquelle je peux me comparer actuellement, c'est vraiment le PDC. Vraiment, c'est le sujet qui revient à chaque fois. Et là, tu peux vraiment passer au-dessus très facilement, quoi. Là, je peux vraiment dépasser n'importe qui. Ah ouais, Coco, tranquille. Vraiment. Là, en 6 mois, si vous me dites, Alex, tu bats Coco au PDC, ouais, oui. Résus Oliveres. Facile. Oui, facile. Vraiment, là, aucun problème. Bon, après, je garantis pas d'une bonne santé à terme, mais. Ouais, même bonne santé tout court, hein, vraiment, tu vas atteindre 185. C'est ça, le haut niveau, de toute façon. C'est pas un sport santé. Ouais. Bon, du coup, c'est bon. J'ai pris une décision, là, Bon Alex, il est passé en 66, il est passé en 83, maintenant il passe en plus de... Ouais, c'est l'exclu, la big exclu de l'épisode, c'est Alex qui passe en plus de 100 mains. Okay. Et du coup, ouais, globalement, donc pour revenir un peu sur ce truc de rivalité, c'est positif. Si vous pouvez en avoir avec des personnes proches avec qui ça se passe bien et où ça n'a pas d'impact négatif, même sur votre relationnel hors force, c'est une bonne chose. Hors force ou hors sportif, parce que c'est possible que des mecs fassent d'autres sports écoutent ce podcast aussi, Avoir des rivalités, si c'est bien fait, c'est toujours positif, ça vous permet de vous challenger. Par contre, si vous réagissez mal à ça, évidemment, c'est pas forcément une bonne chose. Donc ça, c'était pour tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, on est bon pour ça. Justement, j'allais faire le parallèle avec la suite, en gros, de dire que forcément, si on arrive à trouver des choses positives pour garder la hype de l'entraînement, on peut forcément être amené à parler d'adhérence dans la programmation. C'est un truc qui est super important et je pense qu'il est encore un peu sous-estimé. Alors, ça veut pas dire que l'adhérence doit être genre le truc de tout, tu vois, parce que c'est un athlète qui moi je vais faire que des singles tout le temps. Oui, alors mais non, tu vois. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que l'adhérence c'est primordial et moi je le disais à l'époque, j'utilise beaucoup d'adhérence vis-à-vis des renforts parce que ça reste une part importante de l'entraînement et faut qu'il y ait de l'adhérence là-dessus pour que tout simplement il soit bien fait, qu'il y ait des résultats et forcément les résultats ça peut être un cercle vertueux, OK, le mec voit qu'il progresse, que ça soit en termes de force, en termes de masse musculaire, en termes de physique et ça donne un bon groove au niveau de l'entraînement. Et inversement, toi, c'est aussi de manière générale, un peu où tu parles d'adhérence, même au niveau de la programmation de manière générale, même sur les main lifts, les variations, etc. Ouais, en fait, l'adhérence, elle est de deux types pour moi. C'est l'adhérence en termes de perf, c'est est-ce que tu as un résultat grâce à cette programmation, et l'adhérence que là on va évoquer, et je pense qu'il est important, c'est le lien avec la rivalité. C'est est-ce que juste on prend du plaisir à s'entraîner,
Parce que typiquement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes qui réussissent très bien avec un certain format. Et en fait, il se passe 2 choses. C'est soit au bout de 3 mois, il y a un risque de blessure qui est important parce qu'on est sur beaucoup d'intensité, beaucoup de singles, etc. Et ça se passe très bien, on progresse très vite. Mais du coup, il faut quand même laisser le temps au corps de s'adapter, articulairement parlant. Et surtout, si les performances explosent beaucoup, on peut souvent retrouver ce truc un peu chez des débutants où genre, on fait de l'optimisation technique, ça prend 100 kilos en 2 blocs, mais du coup, le corps ne suit pas parce que les structures musculaires, tendineuses, articulaires sont pas encore adaptées à ces contraintes-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec une sorte de progressivité aussi. C'est ça. Enfin, clairement, ce truc-là. Et puis même le truc de, OK, bon, là, ça fait 4 mois, je me mets la gueule dedans, je fais des singles tout le temps, j'arrive chez moi, je vais exploser. Bon, là, c'est bon, j'en ai marre, je prends pas de plaisir. Ou alors ce truc de, OK, j'ai semi-progressé, on va dire, mais je prends pas du tout de plaisir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour adhérer à la programmation? Trouver des formats qui fonctionnent bien, trouver des répartitions d'entraînement aussi. Certains athlètes, par exemple, adorent faire des SBD, un truc tout con. Et tu vois, par exemple, au lieu de faire SB, BD, SB, BD, 2 SBD par semaine, 2 bench, renouveler un peu au niveau des renfos, des exercices accessoires, ce genre de choses. Ça peut être au niveau des formats d'entraînement, du ramp-up, du straight set, du top set back-off, du nombre de séries. En fait, ça dépend vraiment des athlètes. Je pense qu'il y a des périodes où il faut savoir prioriser l'adhérence. Typiquement, quand on est un peu plus loin d'une échéance, parce que faut créer une dynamique, faut que l'athlète se sente bien et pas qu'il soit dégoûté de sa pratique. Parce que, en vrai, à l'heure actuelle, on le voit, il y a beaucoup de gens qui commencent la FA, qui savent pas comment se prendre, qui sont pas forcément coachés ou pas bien coachés. Non, ça dépend. Et qui sont dégoûtés de la pratique au bout de 6 mois parce que, bah ouais, c'est cool la force, mais ce que je fais, ça me fait chier. En fait, tu vois, genre, j'aime pas ce que je fais. Et ce que je peux comprendre, parce que on est déjà aussi passé par des phases où t'es en mode, bah, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais je déteste aller m'entraîner, littéralement. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu la mode actuelle du power building. Les gens, ils sont là en mode, OK, je fais du power, j'adore. Et puis derrière, ils sont là, ils reviennent me voir et ils me disent, ouais, OK, Alex, bon, c'est bien hein, de faire du squat, du bench, du deadlift, mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire des élévations latérales et brûler mes biceps au curl biceps incliné. Et je suis là en mode, bah, OK, mais pourquoi je t'en mettrais pas, en fait? Si c'est quelque chose qui leur fait plaisir, tant que ça a pas trop d'impact. Et surtout, pour moi, j'aime pas trop le thème, le terme, pardon, power building. Tu vois, pour moi, juste du power building, c'est genre, un power qui fait ses assistances. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a des mecs qui sont très spécifiques et où ça fonctionne très bien sur eux. On a des exemples à la salle. Et il y a des personnes, moi, je suis plutôt partisan du fait de rajouter des renforts pour soit de la prévention de blessures, soit du contrôle en termes de schéma moteur, de coordination, de proprioception, soit tout simplement du renfort musculaire. Il y a très peu d'athlètes qui peuvent se vanter à l'heure actuelle d'avoir une masse musculaire à leur prime et qui ne doivent pas faire de renfort. Tu vois, je pense genre à Gavin Adin. Et même lui fait des renforts. Oui. Donc à partir de ce moment-là, t'es en mode, bah juste fais tes renforts. Ouais, ça sera que bénéfique. Et moi, j'utilise beaucoup les renforts aussi, comme dit, pour gérer les douleurs, ce genre de choses. Des athlètes qui ont des tendinopathies, ce genre de trucs, bah, je peux garder la même intensité ou réduire un peu sur les main lifts. Par contre, je vais mettre en place des exos accessoires où justement, je bosse avec Léa pour voir que ce qui peut être intéressant, de l'excentrique, de l'isométrique, enfin bref, plein de petits trucs comme ça. Et au final, l'athlète se sent mieux parce qu'il a plus de douleur. Mais comme tu le dis, bah des fois c'est l'accumulation de on a poussé 3 blocs de single, ton corps il est à bout, on a besoin d'un petit bloc pour souffler un peu, on retravaille un peu du volume, on retravaille un peu de ce genre de capacité que t'as pas forcément, de l'endurance, de la capacité cardio, etc. Et c'est bien d'avoir des petits blocs un peu transitoires pour repartir derrière sur 3 gros blocs de single, tes perfs vont exploser, etc. Et ça, bah il y a certains athlètes qui ont un peu du mal à le comprendre. Et c'est pour ça que des fois c'est dur un peu de jauger entre l'adhérence que lui il aime et ce qu'il lui faut. Parce qu'il y a des gens qui adorent des choses et ça leur servira à rien. Et inversement, ils détestent ça, mais c'est ce qu'il leur faut. Donc, faut trouver un juste milieu. C'est des fois un peu la contrainte qu'on peut avoir en tant que coach. Que ce qui fonctionne, que ce qu'il a besoin, que ce qu'il aime, et trouver un mix des deux. Savoir faire une part de concession. Quelquefois, ce que je dis, c'est que je préfère donner un exercice qui est optimal à 50%, mais que le mec fait à 100%, plutôt qu'un exercice qui est opti à 100%, mais que le mec fait à 20% parce qu'il déteste cet exo-là, tu vois. Et je pense que c'est un peu, au niveau des adhérents, au niveau de l'adhérence, pardon, de les assistances, c'est ma manière de fonctionner. Ouais. Après, au niveau des main lifts, des fois, c'est un peu plus... C'est ça, en fait, la planif, elle est hyper essentielle à ce niveau-là. Et je dirais même que ce qui est essentiel, en tout cas, dans la relation coach-athlète, c'est pouvoir projeter l'athlète et pouvoir, en fait, lui expliquer l'importance de timing. C'est-à-dire que si on veut avoir un compromis, on pourra jamais, en gros, avoir la fameuse expression de avoir le beurre, l'argent du beurre. Voilà. Et du coup, forcément, là, c'est un petit peu la même chose. On pourra peut-être jamais réunir 100% de plaisir, 100% de performance, 100% de pas de douleur, 100% de vie professionnelle, 100% de vie avec familiale. Et là, du coup, moi, je parle toujours de timing de OK, qu'est-ce que tu vises, à quel moment tu vises, à quel moment. Et c'est là où du coup tu fais des objectifs court moyen terme. Et là, typiquement, moi, je suis exactement là-dedans avec une athlète que je pense que les gens connaissent, Emma. Moi, de mon côté, on est clairement dans le timing où on joue
soit un podium, soit la première place pour les championnats de France. Donc, Open là c'est en junior, moins de 69. Ok, donc pour avril à peu près. C'est ça. Donc là, pour avril 2025, et on est clairement dans cet état d'esprit-là. Et là, on est à un peu moins de 1 an de l'échéance. Et elle m'a envoyé un message, pas plus tard que ce matin, en me disant, du chauffe, là, je craque, la planif, c'est trop. Et du coup, je lui dis, ok, là, on est un peu loin de l'échéance, c'est pas grave, viens, on teste d'autres choses. On a un peu plus de temps, et ça se trouve, justement, je pense que c'est bien de réussir à s'ouvrir un peu des portes. Moi, j'ai l'impression que actuellement, je suis un peu plus là-dedans, où je reste un peu moins dans mes schémas de pensée habituels, et je m'autorise d'autres pensées qui viennent soit de l'athlète, soit de discussions avec d'autres coachs, etc. Et au final, ça peut marcher. Je prends l'exemple, par exemple, de Tom, avant le meet. De base, j'étais parti pour un format un peu classique sur son taper, c'est-à-dire lundi, mercredi, jeudi. Il m'a dit, viens, on teste plutôt le dimanche. Et de base, je lui ai dit non, et après, je me suis dit, mais ça me coûte quoi de tester? Genre, au pire, ça fonctionne pas et c'est pas grave, ou au pire, ça fonctionne et au final, ça a mieux fonctionné et je me laisse un peu plus de liberté de penser là-dessus. C'est assez dur de sortir de ces schémas de pensée, je pense que t'es d'accord avec moi, parce qu'on a toujours tendance à rester là-dessus et réussir à avoir un peu plus d'ouverture d'esprit à ce niveau-là. Et du coup, se dire, ok, peut-être que elle, son adhérence, elle va la trouver, je sais pas, je dis une connerie, via des triplés en ramp-up, tu vois. Ok, tu testes ça. Et si ça se trouve, ça a fonctionné et c'est un truc que t'aurais peut-être pas eu, on va dire, l'idée de tester. Mais vu qu'elle t'y fait penser, tu testes, etc. Et des fois, ça peut aussi découler sur des formats qui peuvent être intéressants. Là, typiquement, il y a des formats que je vais tester sur des athlètes, c'est que leur séance principale ne devienne plus son SBD single, mais devienne plutôt un SBD volume. C'est-à-dire qu'il aura son SBD single, mais ça va pas être la priorité de la semaine en mode, ok, ta grosse séance c'est ça, mais ça va plutôt être son SBD volume. Et voir comment est-ce que ça réagit, mais c'est des choses que j'aurais probablement pas fait ou même pas pensé il y a 6 mois, 1 an. Et là, maintenant que j'en discute avec des athlètes qui ont aussi plus de capacité de réflexion, qui sont plus investis, ça t'ouvre d'autres portes et je pense que ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Et ce qui compte au final, c'est la finalité. On règle une solution à un instant T et peut-être que ce sera pas la solution miracle, mais par contre, où est-ce que ça nous amène dans 6 mois, dans 1 an? C'est ça. Et c'est surtout le long terme. C'est un sport de long terme, donc on est obligé de trouver des stratégies à droite, à gauche pour réussir à faire plaisir à la tête, mais surtout qu'il progresse. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un prime, je pense, avec là, on le voit sur les sub-juniors, les juniors, et je pense qu'il y a eu beaucoup de ça, et je sais pas si tu t'en es rendu compte aussi, mais il y en a, ils ont eu leur prime. Ils ont fait sub-junior, ils ont tout éclaté, junior, ils ont tout éclaté. Ils ont eu ce trop-plein et ils ont pas réussi à perdurer dans le sport. Peut-être justement à cause de ça. Alors soit c'est après le rythme de vie qui fait que ils ont grandi, ils ont eu 23, 24 ans, il y a une vie professionnelle ou familiale qui s'installe qui est différente. Et ça peut y jouer aussi, mais il y en a beaucoup que j'ai confrontés où c'était totalement l'opposé, où ils m'ont dit mais en fait j'en ai marre, j'ai fait 3 ans, j'ai fait premier et j'ai plus rien à prouver. Parce que pendant 1 ou 2 ans t'es à fond dans ton truc et t'es en mode tu peux faire des sacrifices sur 1 ou 2 ans, mais faire autant de sacrifices sur 1 ou 2 ans que t'en fais sur 10, c'est pas forcément possible. Et ouais, on voit beaucoup ce truc des mecs qui sont excellents en sub-jus, en junior, et t'es en mode putain, eux c'est sûr qu'ils vont faire des dingueries, et tu n'entends plus parler, carrément ils arrêtent la force. Ouais, c'est ça, ils arrêtent total. Et au contraire, tu vois, t'as des mecs, typiquement, par exemple, on prend l'exemple de Jesus Olivares, ou il y a quelques temps, on parlait de Tony Cliff aussi, qui a gagné alors qu'il a commencé la FA, genre 15 ans plus tôt, ça fait 8 ans qu'il fait des compètes inter, ou que Jesus Olivares, je crois, il a attendu 7 ans pour faire sa première compète inter. Ouais. Et à l'heure actuelle, c'est le mec le plus fort du monde. Genre, c'est ouf, mais ça prouve à quel point c'est un sport de long terme. Et pour durer, c'est important d'avoir d'un côté, évidemment, la performance qui va engendrer le plaisir, parce que si on performe pas, c'est naturel qu'on n'ait pas envie de continuer. Il y a le côté adhérence, il y a le côté plaisir, à quel point est-ce qu'on aime s'entraîner, donc ça va aussi refléter à tout l'environnement qu'on a et d'entraînement et les personnes, le cercle social auquel on est. Il y a aussi le côté santé, évidemment. Ouais. Même si je suis d'accord qu'il faut apprendre à faire des concessions et potentiellement quelquefois mettre la santé légèrement en second plan pour des athlètes de niveau international ou national haut, parce que il faut savoir faire des sacrifices quelquefois, ça j'en conçois totalement. Mais pour un athlète pratiquant débutant, la santé doit quand même, selon moi, être au même plan que la performance, tu vois. Tu peux pas te permettre pour un athlète qui a rien à jouer, qui a des minima régionales, de se bousiller le dos, juste en mode, mais tranquille, j'ai mis le minima R1. T'as rien à gagner, au final, dans l'histoire. Même un athlète national, quelquefois, ne gagne rien, tu vois, donc un athlète régional, non plus. Et du coup, il faut vraiment réussir à manager entre santé, performance et adhérence, et c'est un peu une triptyque où il faut, quelquefois, t'es un peu sur l'adhérence, quelquefois un peu sur la santé, etc. Il faut vraiment manager ça pour permettre à l'athlète, en fait, de durer, parce que c'est le fait qu'il dure qui va performer. Tu vas pas prendre 500 kilos de total en 1 an. Par contre, peut-être qu'en 10 ans, tu vas le prendre. Ouais, c'est ça. Et ce qui compte aussi, c'est dès le début, en fait, être clair. Quand t'es athlète, tu dois pouvoir définir ce que tu veux. Genre, est-ce que tu as envie de devenir l'un des meilleurs performeurs en force athlétique ou pas? Ou alors, est-ce que tu peux te projeter à l'aide? Ça dépend de ta progression sur les premiers mois. Et c'est aussi au coach de dire à un moment donné, de manière objective. Ouais, de manière objective. Ok, toi, je pense que vraiment, je peux te pousser très très loin.
Après, sans dire non plus, pour toi, c'est impossible, pour y arriver, il faut être doué. Mais vraiment réussir à avoir c'est toujours recul, un peu le truc, je pense, où, tu sais, c'est dur de dire à un athlète, oui, genre, j'aime pas les athlètes, les coachs qui vont me dire, ouais, t'inquiète, dans 2 ans, t'as 200 kilos de temps en plus. En fait, ça peut comme ça ne peut pas. Dans les deux sens. C'est toujours ça dépend. Tu vois, c'est le truc con qu'on dit dans tout le sport, tout le temps, mais ça dépend, en fait. Il y a des personnes chez qui on peut se projeter, d'autres pas. Au contraire, il y a des mecs qui vont stagner pendant 1 an, prendre 300 kilos de total. Ça dépend un peu, tu vois. Et il faut faire des points d'étape, tout simplement. C'est combien de kilos on a réussi à gagner en 6 mois? Pourquoi on les a gagnés? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est parce que tu as ce potentiel de devenir fort? Parce que tu mets plus d'investissement? Est-ce que tu optimises mieux ta récupération, ton alimentation, ce genre de choses? Et ouais, c'est important aussi. Ça reste le truc global, hein, mais je pense que t'es d'accord avec moi que il faut communiquer avec l'athlète. Il faut que l'athlète, il ait pas peur de dire les choses. Quand il y a des changements d'objectifs, parce que il y a le stress des examens, de la vie pro, il peut y avoir plein de trucs. Tu vois, la FA c'est pas linéaire et la vie de tous les jours non plus. Donc il peut y avoir des changements d'état, de stress, de situation professionnelle, personnelle, etc. Et il faut accepter que des fois il y a des changements. Faut prioriser la FA. Faut prioriser la vie familiale, faut manager un peu ça, et c'est clairement pas grave du tout, et justement quelquefois ça permet de reperformer derrière parce qu'on s'est laissé un peu plus de temps, qu'on a déconnecté un peu le cerveau, qu'on a pris soin de la famille, etc. Et ça, je pense, c'est important aussi de pas tout le temps être matrixé. C'est un sujet dont je voulais reparler avec un autre invité pour un autre podcast. Mais parce que là, au final, on a parlé pas mal de planif aussi en termes de modelage du plaisir, mais il y a d'autres trucs. Moi, j'en parlais aussi. C'est que là, on a parlé vite fait des réseaux sociaux tout à l'heure sur la rivalité, etc. Et là, c'est la même chose. C'est ne pas avoir peur de se dire, ok, j'ai pas besoin des réseaux sociaux pour me comparer, pour avancer, etc. Parce que ça peut être quelque chose qui va être néfaste pour vous. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes à mettre en place, quoi. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux ont été une bonne chose pour l'explosion de ce sport parce que ça a permis de le visibiliser davantage. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'effets néfastes pour les réseaux sociaux, pour ce sport et de manière générale. Hein, je pense que maintenant, ça se dit de plus en plus, mais les réseaux sociaux, c'est une pourriture, hein, littéralement. On passe beaucoup trop de temps dessus. Il y a des réelles addictions. Même moi, je pense que je suis addict aux écrans et on va dire aux réseaux sociaux de manière générale. Et surtout, en fait, c'est pas forcément que des bonnes choses. Tu vois. Après, évidemment, tu peux toujours choisir un peu le contenu que tu vois. Tu peux choisir de voir que du bon contenu, mais il y a beaucoup trop de trucs qui sont pas bons sur les réseaux sociaux, et ça serait encore un autre sujet. Ouais, c'est ça. Et puis en gros, faut juste voir autre chose. C'est que outre la planif, si tu veux aller te balader, va te balader. Si t'as des passions à côté, je vais donner des exemples un peu bateaux, mais la lecture, la musique, les mangas, les séries. Et, faut avoir d'autres choses en fait, parce que tu fais ton entraînement, tu penses à la FA, tu rentres chez toi, tu regardes tes vidéos, tu te poses sur ton téléphone, tu regardes des vidéos de FA, et en fait naturellement, en fait, tu t'ancres ça dans le cerveau et tout le temps, toute la journée, tu penses qu'à ça, t'arrives pas à déconnecter. Et encore une fois, pour un athlète qui est pas de haut niveau, il y a pas d'intérêt. Et je pense que même pour un athlète de haut niveau, savoir déconnecter, avoir des temps où tu ne penses pas à ça, c'est important et c'est primordial, littéralement. Ouais, il faut le rappeler, hein, parce que si vous êtes dans une phase de burn-out, c'est ça qu'il faut prioriser. Il y a une grande chance que ce soit juste parce que vous mangez un trop plein d'efforts et que vous en avez marre, parce que vous allez à l'entraînement, vous pensez à ça, enfin bref. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir d'autres passions. Faut sortir, ça va dire se marcher la gueule tous les samedis, mais ça veut dire avoir d'autres passions, comme dit, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la lecture, ça peut être les balades, ça peut être l'escalade, ça peut être Dofus. Ouais, alors vraiment tout sauf Dofus, vraiment. Le mec qui dit OK, je quitte les réseaux sociaux, je vais faire quelque chose de bien mieux dans ma vie. Dofus. De pas toxique, je vais jouer à LOL. Je vais avoir une rivalité saine duo bot avec Coco. J'ai compris aucun mot. Viens, on va top jungle. Là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on disait, c'est assez intéressant parce que là, les réseaux sociaux, ça a quand même participé à l'essor de la FA. Et je crois que c'était le président Stéphane Atto qui disait qu'il y a eu quelques trucs qui ont fait l'essor de la FA. C'est de une, les réseaux sociaux, et de deux, le fait que le non équipé ce soit beaucoup plus démocratisé, que c'est beaucoup plus simple à pratiquer que l'équipé parce que c'est beaucoup moins coûteux et que tout le monde peut aller faire du squat, du bench, du terre dans une salle de sport. Ouais, ça reste coûteux quand même un peu. Ouais, mais tu vois, en fait, tu peux le faire si tu veux optimiser, mais genre, tu peux littéralement squatter pieds nus, tu peux squatter en short, tu vois. Donc, pour commencer la pratique, alors que pour commencer l'équipé, faut de l'équipement. C'est le principe, tu vois. T'as vraiment le génie. Et du coup, ça va être assez intéressant, de parler de ce point-là. C'est que toi, t'es dans la FA depuis, on l'a dit, 2020 à peu près, quelque chose comme ça. Non, un peu plus, parce que ça fait 7 ans, donc on remonte à 2017. Ah oui, 2017, ouais, 2017, même. Oui, pardon. 2017, et je crois même que ma première compétition, c'est soit fin 2015, soit début 2016. Ouais, donc ça fait parce qu'il y avait des compétitions internes à Staps, quoi. Ça fait on va dire 8 ans. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans la FA. Je suis vraiment rentré dans le boom, dans l'essor post-Covid, peut-être un tout petit peu avant, mais globalement dans ces eaux-là. Et comment est-ce que toi, tu vois un peu l'évolution de la FA, on va dire cette période où toi, t'as commencé. Alors, on va pas parler de la période avant des années 2000, parce que t'as pas connu non plus, tu vois, t'étais pas dedans. Mais comment est-ce que toi, t'es rentré dans la FA?
comment est-ce que t'as vécu jusqu'au boom du Covid? Et après, on pourra discuter. Moi, je pourrais débattre aussi un peu sur après Covid, comment est-ce que ça s'est passé? Ça, en gros, je suis un ancien, mais je suis pas un dinosaure non plus. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Mais ouais, là, ce qu'on veut mettre en avant avec Benjamin, c'est il y a eu un avant. Là, on est dans le pendant, et il y aura forcément un après. Donc, comment on envisage le après avec tout ce qui s'est passé? Déjà, le avant, ce qui est dingue, c'est de se dire que moi, mes premières compétitions, dans ma caté, j'étais tout seul. En plus d'être tout seul, Tu bullais. oui, alors petite anecdote. Certainement ma deuxième compétition, j'étais tout seul, j'avais tout pour faire premier, mais bah oui, c'est littéralement oui, oui. Voilà, et il a fallu que je bulle au squat, donc malgré le fait d'être tout seul, j'ai réussi à perdre. C'est fou, ça c'est vraiment le seul sport où tu peux être seul et perdre. C'est nul. Voilà, j'aurais pu avoir une médaille, mais je n'ai pas une médaille. Oh putain, sur la longue liste des médailles, putain, trop relou. Oh merde, fais chier. Et du coup, ça pour dire que ouais, en fait, à ce moment-là, j'étais là en mode, ok, j'ai vraiment de l'avenir dans ce sport, je vais exploser. Et là, je regardais les minima, et il me semble que la dernière année de junior, j'étais en train de jouer, bon, j'avais les minima nationaux, j'avais tout validé, et j'étais là en mode, ok, je peux faire top 5 quoi qu'il arrive minimum. Pour et situer, en termes de performance, c'était combien à peu près? Alors, moins de 66, ouais. c'était 500 kilos total, t'étais top 5, et le meilleur à ce moment-là, c'était 560. Okay. Donc, il y avait que 60 kilos d'écart. Bon, ça peut être important, mais moi, je trouvais ça vraiment pas important pour le coup, parce que j'avais commencé la FA il y a même pas un an à ce moment-là. Ouais, donc t'étais vraiment dans la grosse marge de progression. Ouais, c'est ça. J'étais là en début en mode, ok, les 60 kilos, je vais aller les chercher et je vais faire premier en 66. Et là, aujourd'hui, en open, en fait, les minima, c'est 570. Donc 570, pour les qualifs France. Pour les qualifs France. Alors que avant, à l'époque, c'était tu finissais premier. Donc dans cette catégorie. Et là, en fait, c'est fou de me dire qu'avant, j'avais des minima et je pouvais faire top 3. Et de me dire que là, aujourd'hui, avec l'avancée en total, je n'ai même pas les minima. Là, à l'heure actuelle, tu as 30 ou 40 kilos des minima, et sachant qu'ils progressent, et que potentiellement, à l'heure actuelle, ils progressent un peu plus vite que toi, tu ne progresses. Oui. Malheureusement. Et surtout, je n'ai même pas les minima dans la caté du 200. Ah oui, putain, c'est dans ma tête. Parce que là, 74, on parle de 6,30. Ouais, c'est 6,40. 6,40 actuellement, et j'ai 5, allez, on va dire que à l'entraînement, j'ai le potentiel de 5,70, sur le papier, simple, quoi. Il y a 70 kilos d'écart. Et c'est énorme. Avec un cut. Et avec un cut, quoi. Tu vois, genre donc il y a eu une grosse explosion. Après, c'est normal, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à pratiquer, beaucoup de personnes fortes, et du coup, naturellement, les minima remontent beaucoup. Donc là, on est vraiment dans cette période-là où ça fait 2-3 ans où les minima prennent 30-40. Toi, au long terme, est-ce que tu penses que ça va continuer d'exploser comme ça, ou il va y avoir une sorte de palier, une sorte de stagnation? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'effet de mode quand il y a un truc qui vient comme ça, qui explose. Si vous allez dans les salles commerciales, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens et qui te disent, ah ouais, c'est cool, je vois de plus en plus de vous maintenant venir avec cette espèce de salopette là, votre tenue de plongée. Ouais, oh putain, ça me va tellement tout le temps. Donc voilà, ça nous vanne, et en fait, les gens, ils comprennent pas et ils se disent, mais ouais, c'est juste un effet de mode, ça va s'arrêter. Et mon avis sur le truc, c'est que je suis convaincu qu'aujourd'hui, qu'un sport comme la force, avec tous les bénéfices que ça peut apporter à un certain moment donné dans votre vie, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas juste un effet de mode. C'est un peu comme le body, c'est tout un effet lifestyle, sauf que la vraie comparaison que je peux faire par rapport au body, c'est que le body, il y a vraiment, je pense, un côté juste esthétique qui malheureusement ne peut pas être résolu que par l'entraînement. C'est pas vraiment concret, c'est-à-dire que tu peux être un peu ballonné, c'est un peu comme le poids du corps quand tu le vois tous les jours. Tu vas avoir des frustrations, genre tu vas perdre des bras, tu vas perdre des épaules. C'est pas concret en soi. C'est beaucoup moins objectif selon moi. Voilà, c'est ça. Que la force, où tu sais que 202 kilos, c'est plus que 200 kilos. Ouais, ça voilà. Alors que en fonction, après, je suis pas spécialiste en body, donc je fais un gros disclaimer. Mais en fonction de comment est-ce que tu gères ta séance, comment est-ce que tu gères ton pump, t'auras potentiellement pas le même rendu. Après, t'as tout le côté alimentation qui est beaucoup plus présent en étant net. Ça veut pas dire que le cliché des powers qui mangent de la merde, c'est vrai, parce que il faut optimiser ça, mais on est beaucoup moins, selon moi, optimisé que des body qui préparent, qui mettent en place des recharges, qui mettent en place des déplétions, ce genre de choses. C'est deux mondes à part. Mais c'est vrai que le power est beaucoup plus objectif là-dessus. Et surtout pour un débutant, je pense que c'est beaucoup plus concret. Tu vois, genre tu fais PR plus 10 au squat, t'as fait PR plus 10 au squat, tu vois. Genre, alors que t'as pris 1 centimètre de tour de bras, peut-être que tu le verras pas. Donc tu verras ton physique s'évoluer. La meilleure comparaison, et sûr, ça, tu vas te taper une barre sur ça, c'est tu prends 2 photos, les mecs sont là en mode waouh, super transformation, et dans les commentaires tu vas regarder waouh, super, il s'est juste épilé, ou waouh, il a juste changé de caleçon, ou non, même Stéphane en 2 semaines a enlevé ses lunettes. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Alors que le power, c'est tu squats 190, tu squats 200, il y a 10 kilos en plus. Et qu'importe ce que quelqu'un va dire, il y a 10 kilos en plus, tu vois. Donc je pense que c'est un peu plus motivant pour des mecs qui commencent à avoir un truc objectif. Mais comme on l'a dit, je pense pas que ça soit un effet de mode. Peut-être que ça va pas être tout le temps sur la même ascension, ce qui est normal parce que ça va pas continuer à ascension. Il y aura pas des millions de pratiquants en France, tu vois. Mais
je pense que ça va continuer, ça va se stabiliser à un stade où il y aura quand même beaucoup de personnes qui pratiquent et que ça sera un sport qui sera instauré dans la vie de tous les jours, tu vois. En salle de muscu, tu vas arriver, tu auras des mecs qui font du body, tu auras des mecs qui font de la force. Et ça va être comme ça. On va dire, les salles vont se partager maintenant entre des personnes qui font du body et des personnes qui font du power, tu vois. Après, est-ce que les minima vont auto-augmenter selon toi dans les prochaines années? Alors, ça veut pas dire l'année prochaine, ça se stoppe, mais je sais pas si on se projette, par exemple, dans 10 ans. Dans les minima, non, je pense qu'il y aura un palier au bout d'un moment donné, parce que déjà il y a une limite, physique, il y a une limite naturelle, il y a une limite à tout. Donc je pense que on va certainement atteindre un palier à ce niveau-là, ne serait-ce que si on regarde un petit peu ce que fait Pana à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il a une progression qui commence à devenir limitante parce que je pense qu'il est arrivé à son prime, et c'est même pas péjoratif, c'est juste de dire que il a eu une progression qui était linéaire, qui est super, mais là, au bout d'un moment, on peut pas non plus. Ce qui est totalement logique au final. Parce que c'est comme quand tu regardes un sprinter, tu regardes Usain Bolt, peut-être que les 10 premières années de sa vie, il a pris, je dis une connerie, vraiment, il a gratté 1 seconde ou 2 secondes sur son temps. Et là, quand il fait une course, déjà, s'il arrive à, maintenant, il est plus, je sais pas s'il est en retraite, mais enfin bref, il est plus à son prime non plus. C'était des centaines, des millièmes de secondes limite qu'il grattait. Et c'est normal, plus t'approches d'un haut niveau et plus t'atteins ta limite, tout simplement. Ouais. Et si on prend ça un peu, au fur et à mesure des années, par exemple, là, les minima, on va dire, le top niveau, peut-être 74, je prends 74. France, à l'heure actuelle, ça va situer entre, 700 et 730, on va dire. Les minima, à l'heure actuelle, sont à 640. Je pense pas que d'ici 3 ans, il y ait 20 personnes qui soient capables de faire 700 plus et que du coup les minima soient à 700. Je pense forcément que plus les années vont passer, là, vu qu'il y a encore beaucoup de pratiquants qui émergent, etc., forcément le niveau stonks, parce que s'il y a 10 nouveaux mecs, il y a peut-être un mec qui est très fort et du coup ça fait remonter ça. Mais je pense que d'ici quelques années, forcément ça va un peu plus se lisser. Ça veut pas dire que ça va redescendre non plus, mais ça veut dire que ça va peut-être grappiller, aller 5 kilos, 10 kilos. De toute manière, les minima, ça va être en fonction du nombre de personnes qui pratiquent. Exactement. Donc descendre, je pense pas. Je pense que la pratique, elle va rester avec un nombre important de pratiquants. Et le pourquoi je pense que ça va rester comme ça, c'est surtout par rapport à l'effet wow. Et je vais refaire un comparatif avec le body. Si on regarde il y a 10-15 ans en arrière, quand on allait en salle commerciale, si on tournait la tête, des mecs qui avaient un bon physique, il y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, je m'étonne encore des fois à aller dans des salles commerciales et tu vois des gens qui s'entraînent peut-être même parfois aléatoirement. On a la sensation en tout cas qu'ils font pas des choses qui sont construites, un programme réfléchi. Exactement. Mais pour autant, ils ont quand même des bons physiques. Aujourd'hui, je vais dans n'importe quel Basic Fit, je tourne la tête autour de moi, et il y a des mecs qui ont des très bons physiques. Et pour autant, c'est pas ils font pas de la compétition, ils font pas de la compétition. Ils font du fitness. C'est différent faire du body et faire du fitness. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, aujourd'hui, je pense que la force et la popularité, c'est que on n'a plus l'effet waouh avec le body. Puisque quand on tourne la tête, on voit quasiment tout le monde avec un physique qui est propre maintenant. Un bon pratiquant régulier, avec la montée en compétences partout, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, des gens qui acceptent de prendre des coachings aussi, de déléguer ça à des personnes compétentes. Le fait qu'on en connaisse beaucoup plus au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, au niveau de la récupération. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que globalement le niveau moyen a énormément augmenté par rapport à l'époque. C'est ça. Et c'est pour ça que du coup, le body, il y a plus d'effet wow. Et là, en fait, la force, tu prends n'importe quelle personne, à partir du moment où la personne, peu importe le poids qu'elle fait, même si elle fait 120 kilos, si en salle commerciale, elle fait un squat à 200 kilos, il y a un effet wow qui est direct. Et là, du coup, tu vas avoir des mecs qui vont te voir, waouh, tu squattes 200 kilos, etc. Pour autant, ils savent même pas que 200 kilos, si tu fais 120 kilos, ça représente quelque chose d'extrêmement nul pour le sport. En fait, c'est ça. Ça veut pas dire que si vous faites 120 kilos et vous squattez 200, vous êtes nul. On ne dit pas ça du tout. On dit juste que si on veut comparer à justement un effet wow qui est attendu, c'est-à-dire sur un niveau, allez, on va dire tablé national, parce que national, ça reste une élite. Ça aussi, c'est un petit aparté, mais c'est pas parce que vous faites de la FA que vous atteindrez un jour le niveau national. Ça, c'est un gros truc où il y a une époque, tout le monde connaissait quelqu'un qui a fait du niveau national, qui a été champion de France ou n'importe quoi, parce que le niveau était plus bas. À l'heure actuelle, le niveau est plus haut. Il faut pas oublier que le niveau national, c'est une élite. C'est normal qu'il y ait que une dizaine, une douzaine, aller au grand maximum une vingtaine de personnes qui soient aptes à faire champion de France. Et selon moi, c'est même encore trop. Il faudrait 8, 10, 12 personnes par catégorie, sinon ça veut dire que les minima sont encore trop bas. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que on fait l'aparté, mais t'es d'accord là-dessus. Ah, oui. Si tout le monde peut faire les minima France, c'est que personne ne doit faire les minima France. C'est que juste les minima sont trop bas. C'est comme un mec qui fait du foot. Tu te dis pas, ok, dans 2 ans, je suis en équipe de France, je suis en Ligue 1. Ouais, c'est ça. C'est là exactement la même chose. Mais forcément, c'est un peu plus parlant sur un autre sport. Enfin bref. Du coup, cet effet wow, on va dire pour un 120, on va dire peut-être à niveau France, ça serait au moins du 300 ou squat à peu près. On va se tabler. Ouais, moi je pense. Alors que en salle commerciale, même un truc tout bête, mais tu vois quelqu'un qui bench 100 kilos, les gens sont déjà ça regarde un peu du coin de l'œil. Alors qu'objectivement, pour quelqu'un qui fait même 66 kilos en force, on s'entend bien, pour quelqu'un qui est pratiquant de force, qui s'entraîne en fonction, etc., 100 kilos, c'est une barre ok. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est bon non plus. Donc ça, c'est le gros disclaimer que je suis pas en train de dire, oui, si vous bench pas 100 kilos, vous êtes nul, on rappelle bien pour un pratiquant de force qui s'entraîne pour ça, etc.
Et du coup, ouais, cet effet waouh, toi, tu penses qu'il va ça me nuire un peu au fur et à mesure des années? Bah, à partir du moment où il y aura un palier, je pense qu'il y aura, un effet wow qui va s'enlever, en tout cas pour ceux qui sont à l'échelle internationale. Mmh. Quand je dis pour eux, c'est genre en mode, eux, ils ont atteint le haut niveau, donc on les verra plus s'entraîner dans les salles commerciales et cetera et en Mmh. fait, ça va devenir une banalité. Je pense quand je dis une banalité, le niveau, il va tellement augmenter que je suis quasi certain que maintenant que dans les salles commerciales, d'ici peut-être 10 ans, si je me projette, vraiment sur du long terme, peut-être que squatter 200 kilos, ce sera, Casu. ce sera un truc casual pour quasi tout le monde. Je dis pas tout le monde, mais bon, là, ne serait-ce que, si je prends un exemple de cette semaine, je suis allé, à Basic Fit. Dans cette salle-là, il y avait un mec qui faisait peut-être 80 kilos, je pense, il a fait une barre à 100 kilos au bench et ben, il y a un mec, qui faisait du body, qui faisait du curl à côté, qui allait le voir et qui lui a dit: «Waouh mec, bravo, ta perf et tout», tu vois? Donc il y a encore ce truc d'effet waouh pour une barre à 100 kilos bench. Après, encore une fois, faut voir, tu vois, parce que ça se trouve, ce mec de 80 kilos fait pas du tout de force, et du coup, dans ce cas-là, c'est vraiment une bonne barre. Il avait vraiment genre des trucs silent workout Ah, et donc ok. il faisait vraiment de la force genre. Ok. Après, je suis d'accord avec ça, mais j'aimerais apporter un point de nuance, c'est que si la force continue de se démocratiser comme ça, il y a plus de chances qu'il y ait aussi plus de lieux d'entraînement adaptés à ces personnes-là, genre des salles calibrées, des salles de force pure, et que du coup, on retrouve de moins en moins de personnes qui fassent du power, parce que peut-être que si elles font plus de power, elles vont plus s'investir, elles vont pouvoir mettre un peu plus cher pour être sur du meilleur matériel et s'entraîner dans des environnements plus adaptés. Après, il y aura toujours forcément des étudiants, des jeunes qui commencent, qui ont moins de moyens, qui vont se retrouver à Basic Fit, mais je pense qu'il y a aussi ce truc-là de, même si je le sais littéralement que c'est pas facile de tenir une salle de force et que c'est pas forcément le business à avoir, genre, peut-être qu'il y en aura quand même plus. Tu vois, quand on regarde il y a 10 ans et quand on regarde à l'actuel, il y a plus de salles de force. C'est une évidence. Ouais, Peut-être que dans 10 ans, il y en aura pas 10 fois plus, mais il y en aura peut-être un peu plus, ce qui fait qu'il y aura plus de pratiquants dedans. Et même si globalement le nombre de pratiquants augmente, on va se retrouver avec plus de pratiquants dans ces salles de force, donc moins basique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Peut-être que les personnes qui vont se dire, ok, je fais de la force, bah, je la fais à 100%. Je vais sur du bon matos, je vais sur du bon truc, tu vois. Mais du jour, en parlant de ça, je m'avance direct, mais si vous voulez faire de la force, genre dans 10 ans, je suis quasi convaincu que vous devez avoir un porte-monnaie bien rempli. Parce que là, pour le coup, Malheureusement. Aujourd'hui, la réalité, pour travailler dans des salles de sport depuis un moment et faire des études de marché sur toutes les salles qui fonctionnent, si aujourd'hui vous faites une salle de force qui est faite que pour ça, ça fait partie des business où l'adhérent en lui-même sera le moins rentable de vos adhérents. Parce qu'en fait, le mec qui est pratiquant de force, il va abîmer le matériel, il va rester 4 heures dans la Ça salle. nécessite du matériel coûteux. Ouais, Ça exactement. nécessite un gros accompagnement, un truc con, mais en termes de sécurité, tout simplement. En termes de coaching aussi. Alors que par exemple, bon, je pense que tu le sais, hein, mais les petites vieilles qui font de la Zumba, qui font leur cours collectif une fois par semaine et qui payent leur abonnement 50 € par mois, bah, c'est le plus rentable. Littéralement, ça demande très peu d'efforts, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup d'énergie. C'est des cours que tu peux faire en collectif, donc ça, bah, tu le sais évidemment, hein, je vais pas te l'apprendre à toi, Ouais. mais la force est très peu rentable, du moins pour les personnes, bah, même de manière générale, en fait, vu qu'il y a pas énormément d'argent dans ce milieu-là et que c'est des choses qui coûtent cher, c'est ça qui est assez démesuré au final, tu vois, que ça soit au niveau de l'équipement. Et inversement, ça se reflète sur pas mal de choses. Oui, par exemple, pour un suivi, pour certaines personnes, 100 €, 200 € par mois, ça peut être cher, mais voyez l'envers du décor, et on le sait vu qu'on est coach, 100 ou 200 € par mois, au vu de tout l'investissement qu'il y a, au vu des retours journaliers, des choses comme ça, c'est pas énorme en soi. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est assez... Faut voir aussi comment est-ce que l'intérêt des gens à pratiquer ce sport et l'intérêt, on va dire, financier qu'ils peuvent mettre dedans, ou du coup en découler, comment est-ce que ça va évoluer aussi? Parce que tu vois, si le sport continue d'être de plus en plus cher, c'est pour ça, ce qu'il disait que l'équipé est pas très populaire parce que ça coûte très très cher et ça a les mêmes contraintes que la force mais en encore plus cher. Tu vois. Ouais, c'est vrai, Donc, donc faut voir, mais peut-être même une salle de sport, hein, si vraiment se spécialise dans des clubs, etc. Je pense même que l'abonnement, peut-être que le prix moyen d'une salle de force sera entre 60 et 70 €. ce qui est totalement Et ce sera la normal. normalité, Ouais. ouais, c'est ça, ce sera vraiment Après, il la faut voir, je normalité. sais que maintenant, dans de plus en Box de plus... CrossFit, 90 €. Ouais. Voilà. En fait, on a été habitué à Basic Fit et genre 20 balles par mois, mais c'est rien, hein, littéralement, tu vois, pour avoir un accès à un équipement complet, ils peuvent le faire parce que c'est des grandes firmes et que du coup, ils jouent vraiment sur le fait que les gens ne viennent pas. Mais, moi, de mon point de vue, quand j'allais à la salle de force, mon but, c'est pas qu'un gars prenne un abonnement et vienne pas. C'était qu'un gars prenne un abonnement et vienne s'entraîner parce que ça fait vivre la salle, littéralement, tu vois. Donc ça, il faut voir aussi comment est-ce que c'est dans le temps. Mais je pense que ça serait intéressant, dans quelques années, de se reposer un peu, peut-être de réécouter ce podcast et dire, ok, est-ce qu'on avait vu juste ou est-ce que ça a évolué un peu différemment? Comment le niveau des pratiquants a augmenté? Quel est le niveau d'investissement des pratiquants? Tu vois, il y a plein de choses comme ça, en fait, qui peuvent, après, c'est littéralement, oui, ça peut être un taf de voir comment est-ce que ça va bouger dans 10 ans, tu vois. Mais du coup, c'est intéressant et j'aimerais rebondir sur une question. Toi, comment est-ce que tu vois justement, dans 10 ans, est-ce que dans la FA, comment est-ce que tu te vois? Ok. Alors, c'est la question, je pense que Barnabé attendait.
je vais lâcher une exclue en direct. Donc, par rapport à la rivalité, déjà, il y avait Uno du côté de Barnabé et moi. J'ai pris une décision là très récemment, justement par rapport à la force et le simple fait que je pratique ce sport-là. Donc du coup, comment je me vois dans 10 ans, du coup, je me vois pas dans 10 ans dans la force, tout simplement parce que j'ai pris la décision très récemment d'arrêter totalement la force, d'arrêter les entraînements. C'est à la fois positif et négatif de mon point de vue. Du coup, je vais essayer d'en parler très rapidement parce que sinon après je vais vite déborder. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on en a parlé juste avant hors caméra. Il m'a dit, j'ai une grosse excuse. J'étais en mode, waouh, oh la dinguerie. Et vraiment, il m'a lâché ça comme ça en mode, bah du coup, j'arrête la force. Et j'étais en mode, quoi, vraiment, là, tu viens pour tourner un podcast et tu me dis ça comme ça? Du coup, évidemment, je l'ai lancé sur la question parce que je le savais, mais du coup, je vais le laisser vous parler de tout ça un peu plus en détail. On dirait que je parle de cette exclu comme si j'étais CR7 qui annoncé sa retraite. International, c'est fini. C'est ça. Alors que littéralement, genre, personne va s'en soucier, mais non, c'est vrai que ceux qui me côtoient et ceux que je coach, etc., ils ont même pas encore l'info. Ah ouais? Vraiment, c'est pour dire que là, l'exclu, elle est vraiment. Elle est totale, donc. Je sors l'épisode d'ici la fin de semaine. Exactement. Et les gens vont être en mode, quoi? Donc ceux qui me côtoient, qui me connaissent, ils vont certainement être sous le choc parce que tout le monde sait que je suis un méga passionné de la force depuis 8 ans. Et tout le monde sait que avec la progression que j'ai eue, forcément que j'étais passionné parce que j'aurais arrêté il y a très longtemps parce que je suis le genre de mec qui progresse genre peut-être 5 kilos par année. Et encore, bon, j'exagère, mais en vrai, j'avais pas une progression folle. Donc pour faire un bref résumé, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, avec l'explosion de la force, personnellement, en tant qu'athlète, je ne voyais plus forcément l'intérêt d'assumer des entraînements aussi longs, avec autant d'implications. C'est énergivore. Voilà, aussi énergivore, etc. Tout en sachant que à côté, j'ai une vie de famille, et j'ai une vie professionnelle où du coup, je travaille entre 45 et 50 heures pour l'entreprise Keep Cool Métabolique, plus les athlètes que j'ai déjà actuellement à coacher, qui représentent entre 15 et 20 heures par semaine. Donc si vous faites un calcul rapide, ça fait littéralement 2 ans de ma vie où je fais entre 60 jusqu'à 75 heures pour les grosses semaines de travail, tout en ayant du coup un rythme d'athlète. Parce qu'il faut savoir que tu t'entraînes aussi à côté, tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, donc ça rajoute encore entre 10, 15, 20 heures par semaine, donc en fait ta semaine est vite finie, quoi. Donc ma semaine elle était vite finie, et surtout en fait la force athlétique, c'est ingrat dans un sens parce que tu sois athlète international ou pas athlète international, si tu veux progresser, tu dois t'entraîner comme si tu étais athlète international. Donc du coup, c'est vraiment le gros paradoxe de ce sport. Et moi, je me suis dit aujourd'hui, j'ai plus d'intérêt à tirer ou à pousser, parce que je pense que la réputation que j'ai en tant que coach ne s'est jamais faite sur la base de mes performances. Je pense que j'ai eu un bon bouche à oreille et qu'il y a des retours quand même très positifs sur les personnes que j'ai pu coacher. Et j'ai jamais entendu personne dire ouais, je suis allé vers du chauffe parce que il a squatté 200 kilos. Donc aujourd'hui, je me suis dit, j'ai plus vraiment d'intérêt à pratiquer le sport d'un point de vue visibilité, parce que quand je l'ai démarré, c'était aussi pour ça, c'était pour le côté professionnel. Et après, il y avait le côté performance où pour le coup, vu qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément les performances d'un athlète international, j'ai 2 bonnes raisons déjà d'arrêter. Et l'autre raison qui m'a poussé à faire ça, et là du coup, c'est aussi le truc qui a réellement poussé ma décision, c'est que l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement savait que je prenais beaucoup de mon temps en dehors de l'entreprise, soit pour coacher, soit pour m'entraîner. Et je me devais d'être transparent avec eux par rapport à tout ça. Ils savent que ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc ils m'ont dit très concrètement, si tu as envie d'évoluer avec nous dans les 3, 5, 10 années à venir, tu fais partie des éléments clés des projets qu'on a envie d'avoir dans les années qui viennent. Il y a des trucs forcément confidentiels qui sont liés à l'entreprise. On va pas tout dire, mais c'est juste pour donner une situation globale, quoi. C'est ça. Mais tout ça pour dire que moi, je suis au cœur du contexte d'un projet qui va se développer avec eux. Et effectivement, au vu du prévisionnel et du fait que je me suis retrouvé à confronter juste les 7 plus gros mecs de la boîte, en fait. J'avais le big boss donc de Keep Cool avec les 6 nationaux à côté qui m'ont tout simplement dit, écoute mec, t'as un super potentiel dans notre entreprise, on n'a pas envie que tu partes, on sait que tu te poses la question de partir. Du coup, voilà ce que nous on te propose. Et en gros, ils m'ont dit des phrases un petit peu choc en mode si là je l'ai dit, il y en a ils vont dire wesh mais ils sont ouf de vous dire ça quoi. Mais moi, il y a une phrase déjà qui m'a marqué, ils m'ont dit va te faire foutre avec ton couche-culotte d'haltérophilie.
Ça fait les phases. Mais c'est lunaire de dire ça. C'est vraiment en fait les mecs qui comprennent pas trop en gros le monde du sport, mais en gros ils m'ont dit ouais, est-ce que tu te vois être coach qui fait du télétravail en slip dans ton canapé jusqu'à tes 60 ans? Est-ce que tu vas continuer cette discipline jusqu'à tes 40 ans? Je pense que ça vient aussi en partie du fait que ce sport est encore mal vu et que même être coach à distance c'est encore mal vu, alors que tu le sais aussi bien que moi, c'est un travail qui est quand même exactement pareil, t'es posé derrière ton bureau et tu taffes littéralement comme si tu faisais un travail de bureau n'importe où, tu vois. C'est un peu dévalorisé, mais je comprends le fait que c'est nouveau encore, tu sais, genre être coach à distance, je pense que ça a bien explosé sur les 10 dernières années, tu vois. Avant, c'était pas plus reconnu que ça, et dans les 10 prochaines années, je pense que ça sera encore plus reconnu. Et en fait, ça fonctionne de ouf. C'est là où c'est difficile, en gros, c'est que à la fois, ils ont eu des phrases un peu rudes, et si je le raconte à n'importe quel powerlifter, il va me dire, mais wesh, en fait, pourquoi t'écoutes des gens comme ça qui dénigrent autant ce sport? Mais ça a été tourné de manière totalement bienveillante. En fait, ils sont juste dit, bon, c'est de l'entrepreneuriat, ça reste difficile, ça reste quand même du télétravail. Donc, peut-être que, au final, le temps que tu vas avoir chez toi en télétravail, peut-être que ça va te gaver au moment donné. Et en gros, eux, ils m'ont proposé une perspective d'évolution qui me permet de toucher à plus de choses qu'uniquement le coaching. Et c'est surtout cet aspect-là qui du coup m'intéresse. Mais après, dans l'idée, bien évidemment que aujourd'hui, si je me consacre que au coaching de force, en tant qu'entrepreneur, comme je disais à Barna, je m'étais fait un prévisionnel. Je pense que j'aurais pu atteindre entre 4 000 et 5 000 euros par mois. On peut déduire les charges après, évidemment, parce qu'il y en a, mais maintenant, ça reste très correct. Ça reste très correct. Qui aujourd'hui en France peut dire je vis du coaching et je fais plus de 3 000 euros par mois. Et de ma passion aussi. Et de ma passion. Il y a peu de personnes qui peuvent dire ça. Moi aujourd'hui, pour le coup, je me suis projeté. J'avais pas spécialement envie de faire de ma vie 100% de FA. C'est pour ça qu'on a parlé des réseaux, etc. tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de me réveiller, de m'entraîner, d'aller faire 12 000 pas, d'aller faire des retours journaliers à des athlètes et du coup d'avoir quasiment du 7-7 qui soit consacré à ce sport-là. En fait, c'est le truc vu que c'est une passion, t'as envie que ça reste une passion. J'ai envie que ça reste une passion, exactement. Et je pense faire ça et pas que ça te dégoûte de la pratique. Exactement. Et je pense que aujourd'hui, ce qui fait que j'apprécie autant la force, c'est parce que j'ai réussi toujours entre guillemets à le laisser comme un truc au second plan. Ouais. Et je pense que si je mets 100% dedans, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, avec mon âge et le vécu, ou en tout cas la situation, le contexte qui m'est propre, qui m'est personnel, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de consacrer 100% de mon temps à ça. On discutait de l'adhérence pour les athlètes, le fait d'aimer sa programmation, etc. Mais un truc dont on parle pas forcément, c'est l'adhérence en tant que coach aussi. Ouais, nous, on bouffe de l'AFA littéralement toute la journée parce que on est obligé de le faire. Même quand on veut déconnecter un peu sur les réseaux, forcément, il y a les retours à faire et du coup, t'en bouffes, je pense, entre 4, 5, voire 6 heures par jour tout le temps. Et je pense que t'as déjà aussi vécu un peu ces phases où t'es en mode, ouais, j'en ai marre. Genre, je fais que ça, j'en ai marre. Après, évidemment, il y a des phases qui sont trop cool où quand tous tes athlètes progressent, t'es en mode, putain, je suis trop bien, je kiffe ce sport, j'aime trop faire les retours, tout. Mais ouais, je pense que tout le monde a déjà eu un peu ces phases, tout le monde, quand je dis tout le monde, chaque coach a déjà eu un peu ces phases d'un trop plein. Et t'as envie de tout couper, de dire, putain, je fais plus rien pendant une semaine, mais tu peux pas parce que t'as des gens qui comptent sur toi, t'as des athlètes. Et tu peux pas dire, je déconnecte mes réseaux et je fais plus rien parce que t'as besoin de ces réseaux pour la visibilité. Et c'est un peu un cercle un peu vicieux, mais je pense que ça peut être le bon choix, justement, dans ton cas, de se dire, ok, je veux que ça reste une passion, je veux pas que ça me dégoûte de la force. Juste, je fais ce qu'il faut pour que ça reste un côté plaisir et quand je vais pratiquer, quand je vais faire ma séance, je kiffe. Et je suis en mode, putain, ça me fait chier de m'entraîner, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi de l'adhérence avant, c'est primordial, autant pour un athlète que pour un coach. Chaque personne qui touche à un sport doit réussir à garder une part de plaisir dans ce sport, qu'importe comment elle l'amène, tu vois, que ça soit via l'adhérence de la prog, via ce qu'elle fait à côté, etc. Mais il faut toujours garder une partie de plaisir parce que s'il y a même plus un soupçon de plaisir, est-ce que ça vaut encore le coup de le faire? Or, c'est ça. Peut-être pour des athlètes très haut niveau internationaux où c'est leur métier et où oui, un métier c'est pas forcément toujours le kiff, quoi. Mais hors athlètes internationaux, il faut garder du plaisir, même un tout petit peu. Et pour nuancer, du coup, quand je dis j'arrête la force, ça ne veut pas dire que je me sépare des 3 mouvements. Ça veut juste dire que aujourd'hui, dans mes entraînements, je ne les pousserai pas pour aller faire des compètes et performer en compète. Donc, je garderai évidemment du squat, du bench et du soulevé de terre. Et justement, t'aimes bien, c'est ce côté plaisir. Ce côté plaisir-là, voilà, je l'ai sur ces 3 mouvements-là et c'est ce qui me fait plaisir. Et donc, je vais le garder. Et évidemment que je reste du coup un coach à côté. Après, comme je le disais également, donc ça sera une excuse, mais il faudra que j'en parle avec ceux que je coach. Aujourd'hui, j'ai 23 athlètes pour être précis. Jusqu'à présent, je cherchais toujours à le développer. Donc, chaque année, je gagnais entre 3 à 4 athlètes. Et là, du coup, je me suis également mis un stop à ce niveau-là, de me dire, OK, vu que je me consacre à ma profession de base,
qui est avec Keep Cool Métabolique, je ne peux pas continuer d'augmenter ce chiffre-là. Ouais, parce que ça t'augmente le temps de travail, ça t'augmente le stress, etc. Donc si jamais j'ai des athlètes qui partent, du coup je ne chercherai pas à les renouveler, donc j'aurai entre guillemets l'exclusivité avec 5-10 athlètes grand maximum, en espérant que ce soit ceux qui veulent avoir le plus d'implication et atteindre le plus haut niveau. Et ce sera pour moi vraiment ce plaisir-là que j'ai envie de garder, c'est suivre des athlètes qui eux ont cette capacité d'aller chercher des trucs que moi j'ai pas pu aller chercher. Et au final c'est ça être coach. Ouais, c'est genre être content d'amener un athlète à un niveau fantastique. Et moi, si je l'atteins pas, je m'en fous. Le métier de coach, c'est pour être coach, c'est pas pour être athlète. C'est ça. Sinon, t'es athlète. Je le résumerai comme ça, exactement. Ouais, mais ça c'est un super bon truc ouais, tous les coachs ont peut-être pas le potentiel pour devenir des athlètes de haut niveau, mais genre, voir un athlète que t'accompagnes progresser, moi, c'est ce que je kiffe. C'est pour ça que je fais ce sport. Tu vois, quand j'ai un athlète qui va en comp, qui fait son PR, qui est content de sa comp, moi, je kiffe. C'est là où, je pense que c'est un peu pareil quand t'accompagnes un athlète en comp, c'est Louis qui en parlait aussi dans son podcast, c'est tu concrétises les mois de taf derrière ton bureau à faire des retours qui est pas forcément le plus fun, mais quand tu vas sur le plateau, que t'accompagnes ton gars et que t'es en mode putain, là j'aime bien ce moment-là, il est cool, tu vois. Typiquement, je pense au mythe, tu vois, genre ce genre de choses. C'est ça, ce côté plaisir où moi je kiffe, et voir les athlètes progresser, c'est pour ça qu'on est coach littéralement, c'est ce que tu disais. C'est pas pour progresser nous, même si évidemment ça fait partie de l'équation, etc. Mais genre voir les mecs qu'on entraîne, voir que ce qu'on fait ça fonctionne, que le mec il kiffe ce qu'on fait, que genre ouais, ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment le côté plaisir de fond. Donc par rapport à ça, bon, j'ai parlé de mon exclu, mais du coup si on résume bien sur le papier, Barnabé n'a plus de rival. Donc j'ai quelques questions. Dis-moi tout. Où tu te vois dans 10 ans et surtout quel va être ton futur rival? Ah, alors putain, c'est des bonnes questions, il me prend au dépourvu de fou. C'est moi l'interview au final, je me prends des questions. Alors déjà, dans 10 ans, en toute honnêteté, je pense que je ferai encore de la force. Après, à quel niveau d'investissement, je sais pas. Mais en fait, la force, ça m'a surtout, c'est un peu ce qui m'a initié, on va dire, dans cette nouvelle région, parce que pour les gens, oui, qui le savent, je suis pas originaire de là. Et sans la force, je t'aurais jamais connu, j'aurais jamais connu Damien. J'aurais connu Charlie, mais peut-être qu'on serait séparés parce que du coup il serait parti dans le sud et pas moi. J'aurais jamais connu Loïc, j'aurais jamais connu Coco, j'aurais jamais connu tout ce groupe-là. Genre Xav, Julien, en fait il y en a tellement, je peux pas tous les citer, tu vois, ça me fait chier de pouvoir citer certains, mais genre en fait j'aime la force parce que ça m'a ramené un groupe genre d'amis littéralement, où tu vois je me sens bien avec tout le monde et j'ai pas envie de me séparer de ça, parce que je sais que si je me détache de la force, forcément j'ai un peu me détacher de ça et ça me ferait mal au cœur, tu vois. D'ailleurs, c'est vrai qu'on me voit plus aux soirées. Viens samedi soir, tu fais une bouffe avec nous et t'expliqueras à tout le monde pourquoi est-ce que t'as raté. Il va falloir que j'aille confronter maintenant des matrixés de FA et que je leur dise les yeux dans les yeux, j'arrête. C'est fini. Je vais être confronté. J'ai eu le côté Keep Cool qui m'a dit qu'est-ce que tu fais avec ton couche-culotte d'haltérophilie. Maintenant, je vais avoir l'autre côté qui va me dire mais qu'est-ce que tu fais avec tes bureaux d'aristocrate et sa putain de parade de merde. Exactement, t'as les deux milieux, les deux côtés qui vont me confronter. Mais du coup, ouais, je pense que dans 10 ans, je ferai encore de la force. Après, au très long terme, je sais pas, je continuerai à faire de la muscu, on va dire, du renfort. J'aimerais bien, comme on se l'est dit, un jour reprendre du hand plus tard dans ma vie. Genre, je sais pas quand, mais ouais, typiquement être le vieux à 40-50 ans qui reprend une équipe loisir juste pour le kiff, parce que j'adore le hand et j'ai toujours kiffé ça. J'ai peur après que j'ai des mauvais souvenirs du hand. Tu sais que genre, j'ai kiffé le hand parce que j'en ai fait à l'époque avec un groupe de personnes et qu'en revenant dans un autre groupe, tu sais, ça soit plus pareil. Donc j'ai un peu cette peur-là. Mais j'aimerais bien un jour dans ma vie refaire du hand. Genre juste pour dire que je refais du hand et je kiffe. Après, ce qui est sûr, c'est que le handball quand on est jeune et le handball quand on le vit senior, ça a rien à voir. Donc... Mais quand même, le côté trop cool de... ça se trouve, un jour, on se retrouvera à jouer au hand ensemble. Hein. Non, mais franchement, moi, c'est ce que je veux. Le jour où t'arrêtes l'IFA, hop, on s'inscrit dans un club. On va aller genre à Juvignac, Fontignan. Voilà, un vieux bail comme ça. Vous avez pas vu, mais il y a une poignée de main, vraiment, on s'est dit, on y va. Et ensuite, en termes de rival, il y a Gab. En ce moment, Gab, il vient me titiller un peu, il est chaud là en ce moment. Il a terre de 40, faut que je le remette un peu à sa place. Gros deadlift là quand même. C'est un enfoiré. Après, il y a Pierre Tordeau que je dois essayer de rattraper, qui est un poil en avance, qui a déjà fait les 600. L'objectif là, ouais, au court terme, ça va être 600. Après les minima nationaux, peut-être pas. Je vais essayer depuis la comp, je revois aussi un peu ma manière dont je vois la pratique, et surtout depuis la comp de janvier, où du coup j'étais en mode vas-y, c'est ma dernière occasion d'avoir les nationaux juniors. Et au final, les open, forcément, ça relaisse un peu plus de marge, et vraiment essayer de reprendre du plaisir à l'entraînement. Et pas forcément me fixer un objectif de minima, et plutôt si je dois me fixer des objectifs de minima, les renvoyer un peu sur mes athlètes, en mode c'est eux que je vais essayer d'aller envoyer au niveau national, parce que je sais qu'ils pourront faire plus de choses que moi potentiellement, tu vois. Ok. Et j'ai quelques athlètes qui sont vraiment dans une bonne dynamique et où je pense qu'il y a des choses à chercher. Typiquement là, Oana, elle a eu sa qualification France, c'est officiellement ma première athlète qu'on va envoyer au championnat de France. Donc tu vois, c'est la fierté de la première, merci beaucoup. Et après maintenant, faut en envoyer plus au championnat de France, peut-être un jour aux championnats internationaux, tu vois. Enfin bref, ça c'est ce genre de truc d'accomplissement qui me ferait kiffer. Donc ouais, je pense que la force, j'y serai encore dans 10 ans.
je sais pas à quel niveau, je sais pas comment je le pratiquerai, à quel rythme, est-ce que je serai encore en tant que coach, est-ce que ça, j'en sais rien, mais j'aimerais bien être dans ce soir. Et pour la rivalité, ouais, moi-même, et après, Gab, Pierre, ça se tape un peu là-dessus. Je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, je vais sortir un outsider de ouf. Lui, ça va le hype s'il écoute. Attends, je suis presque sûr. Vas-y. Est-ce qu'il commence par un H? Non. Non, putain, dis-moi. Je pense par un T. Thomas? Non. Non, je sais pas. Tom. Moi, Je pense que personne ne l'attend. Vraiment. Ceux qui suivent un petit peu notre groupe. ouais. Tom, il a fait une poignée de main avec Coco Pana il y a pas longtemps. Il a dit, je vise les 600. Qui de Barnum moi a eu les 600 pour l'instant? Personne. Est-ce que c'est... Mais je suis sûr, je suis convaincu là aujourd'hui. Tom, il est dans une dynamique où, bon, il a sa vie à côté, mais il est en mode full matrixage de FA. Ouais. Il est en train de progresser de zinzin. Je l'ai vu démarrer avec un bench éclaté. Il a déjà éclaté mon bench. Son dead rattrape Bon, après, mon dead. Très dur à rendre éclaté. Oui, ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, j'ai donné un très mauvais exemple. Mais pour dire que non, il commence à très bien progresser. Ouais. Et je pense que vraiment, c'est l'outsider fin 2024, début 2025. Je pense qu'il est là et je pense que ça va devenir un gros rival. Tu penses qu'il va aller me chercher? Okay. Après, il est pas dans ta caté, mais en tout cas, sur le total, il va arriver. Moi, celui où j'ai toujours dit, genre, un jour, même si c'est dans 5 ans, on vise un projet long terme, c'est Xavier. Xavier, je lui dis, Xavier, on sait que toi, on va attendre que t'aies 40 piges, on va t'inscrire en master, on va faire des dingueries en master. Là, Xavier, il a 35 cette année, si je dis pas de bêtises. Il y a de la marche, tu vois. On a encore 5 ans pour lui faire. C'est de fou. Donc, Xavier, t'as pas 35 ans. Je t'ai vu, t'as au moins 46, 40. Il a un enfant de 35 ans, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, il a 70 ans. Mais du coup, lui, vraiment, c'est du projet long terme, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, je pense qu'il y a vraiment des choses à aller chercher. Même là, je commence à travailler avec des nouveaux athlètes qui progressent bien. Genre, il y en a un où je me projette assez facilement, entre guillemets. Genre, je me projette sur les minima France junior l'année prochaine. Je me projette sur un deadlift à 300. S'il écoute, il se reconnaîtra. Oh. Et je dis pas, mais je vois très bien qui c'est aussi. Ah là là. Donc ça fait plaisir. Non. J'aimerais bien aussi parce que c'est beaucoup un très gros bosseur. Et là, au vu de la progression des derniers blocs, je crois que il y a rien à dire. Hein, c'est un sans faute. J'aimerais bien. Mais du coup, ouais, on bosse bien. Et puis, je suis content globalement. Ça, je le dis assez souvent et j'aime bien le répéter. Mais je suis trop fier de mes athlètes. Genre les gars qui bossent avec moi. Et toi, je pense c'est pareil. T'es en mode, je kiffe mes athlètes, tu vois. Ouais. Genre, j'en ai pas 50. Et évidemment, j'aimerais en avoir plus parce que faut remplir l'assiette. Mais ceux qui partiront chez moi iront chez Barnabé. Voilà, poignée de main. Ils seront très bien accueillis. Mais ouais, non, les athlètes avec qui je bosse, genre c'est tous des crèmes. Genre il y en a pas un où je me dis putain. Tu sais, des fois il y a des athlètes où genre comme à l'époque on est à la salle, il y a des gens ils sont là, mais ils sont là. Et il y a des gens qui sont là parce que tu les kiffes. Genre vraiment, c'est tes gars. Ça fait il y a plusieurs athlètes maintenant que ça fait plus d'1 an que je bosse avec eux. Genre 1 an et demi, voire plus de 2 ans. Gros, je kiffe trop ça. Je discute avec eux, je kiffe trop, ils m'envoient les retours, ils me disent putain, j'ai fait une bête de séance, je suis trop content, je suis là en mode putain, tu me fais des dingueries en ce moment. Et ça, c'est ce que je kiffe. En tant que coach, je pense que c'est un peu pareil. La relation athlète-coach, putain, quand ça se passe bien, genre, j'en rediscute aussi un peu avec Loïc. Et je pense, je vais tourner aussi un podcast avec Loïc. Deuxième exclu. Alors là, du coup, on verra encore quand est-ce qu'on le tourne, etc. Mais je veux tourner un podcast avec Loïc. Des athlètes qui sont des crèmes comme ça. Oh, mais quel bonheur. Genre, on adore bosser avec vous, littéralement. Genre, vous faites vos retours, vous donnez vos, oh là là, mais quel plaisir. Ouais, quand vous êtes impliqué, que vous donnez 100%, franchement, c'est trop bien. En fait, ça va dans les deux sens. Ça coule de source, en fait, tu vois. Et j'irais même pire. C'est-à-dire que le jour où une relation athlète-coach se termine, tu le vis comme une rupture amoureuse. Ouais, genre, du jour au lendemain, tu te dis, putain, j'ai plus de retour de cette personne, ou putain, elle m'envoie plus de vidéos, etc. Et t'as vraiment l'impression qu'il y a un petit vide. Tu te dis, putain, j'ai pas eu mon père, ou j'ai pas eu ma crise j'ai pas eu ma crise du jour, ou putain, c'est pas la manésie pif, j'en sais rien. Mais c'est surtout, en plus, comme on dit, des fois, ça peut être des trucs au long terme. Littéralement, il y a des suivis coaching qui sont plus longs que ma relation actuelle, tu vois. Genre, Xavier, ça fait 2 ans. J'ai en train de réfléchir, mais c'est vrai, j'ai un athlète, je l'ai eu avant ma copine actuelle, Greg. Alors, Greg, c'est un daron, hein. Il a plus de 40 ans. Ça fait plus de 3 ans que je le coach. Et il m'a toujours dit, mais je ne changerai jamais de coach. Et même ça, en fait, le simple fait d'avoir des mots de personnes qui te suivent, en fait, peu importe ce que tu fais dans ta vie, c'est-à-dire que lui, moi, je te ferai toujours confiance et je serai toujours là. Et c'est un soutien de fou. C'est des personnes qui ont commencé le coaching avec moi alors que j'avais pas beaucoup de monde ou même que je dis pas que je suis connu à l'heure actuelle, mais genre plus connu forcément qu'il y a 1 an, tu vois. Et genre, ces personnes qui t'ont fait confiance, mais moi, franchement, je suis en mode putain, vous êtes des crèmes. Genre vraiment, c'est trop bien de bosser avec des gens comme ça. Tu les rencontres en comp, toujours souriant et tout, alors que je le sais, j'ai des athlètes qui ont vécu des galères de fou,
et qui sont toujours là et qui me font confiance, et ça c'est trop bien. Et ça se transforme en amitié. Ouais, Moi, clairement, le nombre d'athlètes que j'ai hébergés chez moi à Montpellier, ils se reconnaîtront. Là, pour le coup, j'ai des squatteurs, bien squattage, quoi. Donc, franchement, non, ça, c'est cool. Si tu passes des moments de dingue. Ouais, et en fait, des canoë-kayak, des bowling, des en fait, cinémas. c'est des expériences de vie, tu vois, c'est littéralement, ça devient des amis. Genre, c'est pas juste un athlète, c'est, tu vis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, t'accompagnes l'athlète sur des compes de la France et tout. Moi, je kiffe trop ça. Vraiment, c'est pour ça que je fais staff. C'est pour ces moments comme ça. Et c'est comme on disait, des fois, il y a des moments où oui, c'est chiant. On est derrière un ordi à faire des progs, c'est pas forcément le moment le plus fun. Ça veut pas dire qu'on se fait chier, mais bah voilà, c'est comme ça. Par contre, ouais, accompagner en compte, voir les athlètes, être content, être fier d'eux et tout, c'est trop bien. Moi, je suis trop content là-dessus. C'est aussi un des trucs qui fait que le coaching comme ça, je veux pas le faire en masse jusqu'à la fin de ma vie, mais en garder quelques-uns. Que tu kiffes. Ça trop bien que tu kiffes parce que tu gardes que vraiment les meilleurs moments. Et sans parler de ça, c'est-à-dire que, admettons, demain, j'ai plus que 5 athlètes parce que j'ai décidé de me consacrer que à ma vie de famille ou à Kipoul, etc. Le jour où j'ai envie de me remettre dedans, je pense que c'est vraiment, ça reste du coaching en ligne, et je pense qu'il y a cette facilité de se remettre en fait dans le milieu en fait assez facilement. Surtout que forcément, vu que t'aurais été là depuis un petit moment, t'as aussi cette, on va dire, ce privilège de l'ancienneté. T'es là depuis un moment, tu vois, c'est pas comme si quelqu'un allait de nouveau se relancer et partait de zéro, tu vois. Ça. Et puis un truc tout bête, mais les 5 athlètes que t'auras regardés, ça a été tes 5 athlètes les plus fidèles qui vont faire du bouche à oreille de fou de nouveau, tu vois. Et le jour où je veux repartir dedans, je sais que je pourrais me relancer. Si tu veux te relancer un peu, juste prendre de nouveaux 5 athlètes en plus, etc. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est trop cool. Et genre vraiment, quand on a des athlètes comme ça, c'est des crèmes, c'est un bonheur littéralement de bosser. Et genre, c'est pas chiant, c'est genre, je kiffe. Ouais, non, je suis d'accord. Franchement, c'est cool. Et je pense qu'on terminera sur ça. Mais là, aujourd'hui, j'arrête du coup la FA. Je vais quand même continuer de pousser un petit peu mes 3 mouvements de temps en temps. Je serai toujours plus fort que Barnabé, faut le savoir. C'est-à-dire que lui, là, il va continuer la force, mais en fait, il y arrivera pas. Après, donc, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Dernière compétition, excuse-moi, t'as fait combien de total pour combien de kilos de poids de corps? 5,50. Pour combien de kilos de poids de corps? 73,9. Ouais, d'accord. Donc j'ai fait 5,65, donc plus 15 pour 72,7. Donc je suis plus léger et plus fort. Bon, c'est que l'instant T. Allez, répare ta main et on se revoit une prochaine fois. Vas-y, c'est good. Ciao tout le monde. Ciao.